On va arriver à... Ah non, non, parce qu'il est sur mon gros cahier. Non, 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 oui, c'est bon, ça s'enregistre. C'est pas ça, oui, oui. Non. Ah, mais pas utilisé ça. Ah, attends. Ah oui, ça y est, ok. C'est assez haut, je vais peut-être me. Ouais, oui, d'accord. Il y a écrit des choses. Ça prend beaucoup de choses. Je peux être méga. C'est ça qui m'a fait beaucoup. Bonsoir, merci d'être venu écouter Jean-Philippe Luzan ce soir. Ici, on a l'Institut Pascal, c'est un endroit de conférence. Cette conférence publique se place dans le cadre d'un programme de 3 semaines de travail avec une soixantaine de chercheurs du monde entier sur la cosmologie primordiale en particulier, donc ce qui se passe dans l'univers il y a plus de 13 milliards d'années, et qu'on essaie de comprendre avec des techniques modernes d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Et dans ce cadre, on pensait que ça pouvait être intéressant de faire intervenir Jean-Philippe pour donner son point de vue sur l'état actuel de la cosmologie. Les participants à cette conférence, on peut voir que maintenant, avec le développement des outils algorithmiques, on peut très facilement calculer énormément de choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a encore quelques années. Et donc, je pense, Jean-Philippe, je sais, le pense aussi, que le rôle des théoriciens comme nous est encore plus important. Maintenant qu'on peut presque calculer tout ce qu'on veut, le travail de réflexion conceptuelle est encore plus important qu'avant, où les physiciens pouvaient se contenter finalement de calculer des choses que finalement les machines peuvent faire à notre place maintenant. Donc dans ce cas, je pense que les réflexions que Jean-Philippe Luzan a menées toute sa carrière et que tu viens de mener sont très importantes. Je vais le présenter en quelques mots. Jean-Philippe est directeur de recherche du CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. C'est un spécialiste de la gravitation, de la cosmologie. Il est très connu dans le milieu scientifique pour ses différents articles dans différentes branches de la cosmologie. Il est également connu comme étant un très bon professeur. Il a écrit plusieurs livres de cours pour les étudiants et les chercheurs. Et il est également énormément impliqué dans la diffusion des connaissances vers le grand public et dans le discours entre art et science à travers le théâtre, la musique et d'autres aspects. Il a aussi également tout récemment publié un livre qui s'appelle Une histoire populaire de l'astronomie, ainsi que plein d'autres livres pour enfants, pour adultes, etc. Donc on a pensé que c'était intéressant d'avoir son point de vue, de vous l'exposer. Voilà, donc pour à peu près 1 heure, questions, on a le temps, c'est informel. Et voilà. Ok, merci. Je te laisse la parole, Jean-Philippe. Merci Sébastien. Alors en effet, pour les théoriciens, on est bien content de dire que la théorie est la chose la plus importante. Quand Sébastien m'a invité, donc, il m'a demandé de faire un exposé vraiment grand public. Et l'axe que j'ai essayé de prendre, c'est de vous montrer en fait qu'est-ce qui sous-tend la construction d'un modèle cosmologique. Et ça, c'est important parce qu'en fait, quand on fait de la science, il y a plusieurs choses. Il y a des théories d'un côté, il y a des données d'un autre côté. En général, il y a un lien entre les théories et les données. On ne peut pas interpréter des données en dehors d'un cadre théorique. Et puis, les équations de la physique fondamentale ne sont pas suffisantes pour décrire l'univers. Il y a des hypothèses supplémentaires qui se rajoutent à ça dans cette construction-là. Et on fait un certain nombre de choix. Ces choix, la plupart d'entre eux remontent à presque il y a un siècle. Et souvent, on oublie de questionner la validité de ces choix, donc de tester ces piliers. Ce que je vais essayer de faire, c'est de reprendre, en fait, voilà, j'ai mis un siècle de cosmologie, c'est à peu près vrai. On est en 25. Il faut se rappeler que la preuve définitive de l'existence d'autres galaxies, c'est décembre 1924, le 30 décembre 1924, où Edwin Hubble va devant la Société américaine d'astronomie pour annoncer la découverte d'une galaxie, la NGC 7822, si mon souvenir est bon. Et donc, il y avait un grand débat. On observait ce qu'on appelait des nébuleuses galactiques à l'époque, des nébuleuses, pardon, à l'époque, et on ne savait pas si elles étaient à l'intérieur de notre galaxie ou en dehors. Donc ça, c'est 1924, et on voit que ça tombe à peu près en même temps avec des progrès théoriques qui sont fondamentaux.
qui sont en particulier le développement de la relativité générale, qui vont nous permettre pour la première fois de parler de l'espace et du temps. Donc, on a tous les éléments théoriques et observationnels qui se mettent en place, on va dire, entre 1915 et 1924, plus les développements de la physique fondamentale, la physique nucléaire qui va jouer un rôle fondamental dans la compréhension de ce modèle cosmologique et des questions qu'il va poser, et puis la mécanique quantique qui va permettre ensuite de poser des questions sur la physique de l'univers primordial. Et c'est un peu de ça que vous parlez dans votre colloque, dans votre école là, ces quelques semaines. Alors, aujourd'hui, on a des images de l'univers qui sont plus fabuleuses les unes que les autres. Elles ont envahi les écrans, les journaux, on a des galaxies extraordinaires. On a des champs de galaxies comme celui-ci, où il y a quelques étoiles qui sont ces points-là avec des taches de diffraction. Et la plupart des autres points, ce sont des galaxies. Et déjà, quand on a une image comme ça, on réalise que ces galaxies ne sont pas tous identiques. Il y a des galaxies plutôt rouges, il y a des galaxies plutôt bleues, il y en a qui sont voilà, des rouges, il y a des galaxies qui sont en train de fusionner, il y en a qui sont dans des formes plutôt elliptiques, d'autres qui sont plutôt spirales. Donc on se rend compte que derrière tout ce qu'on pensait être peut-être statique, il va y avoir une histoire. Il va falloir comprendre en fait pourquoi ces galaxies, est-ce qu'elles sont distribuées de façon complètement aléatoire? Est-ce qu'elles ont toujours été identiques? Est-ce qu'elles évoluent? Si oui, comment? Comme on en voit certaines qui fusionnent, est-ce qu'on peut comprendre un petit peu cette dynamique-là? Et quand on veut interpréter une telle image, c'est-à-dire passer d'un ensemble d'observations, donc là ici c'est un champ de galaxies, mais on a différents types d'observations qu'on évoquera au cours de cet exposé, comment est-ce qu'on fait pour, à partir de ça, construire un modèle mathématique qui représente notre univers et l'évolution des structures qu'il comporte? Et c'est ça, en fait, que tente à faire le modèle cosmologique. Et pour prendre 3 citations de gens qui ont beaucoup marqué la cosmologie, il y a donc 2 cosmologistes qui sont Ralph Alpher et Robert Herman. Je reviendrai un petit peu sur leur contribution tout à l'heure quand je parlerai des premières minutes du modèle du Big Bang. Ils disent, eh bien, on prend l'origine de la cosmologie moderne comme étant la relativité générale d'Einstein. Ça, c'est leur première chose. Et Alpher dit, mais en fait, ça serait une idée qui serait énormément simpliste. Simpliste, pourquoi? Parce que la relativité générale, elle décrit simplement l'évolution de la géométrie de notre espace-temps. Il faut considérer la matière qui est à l'intérieur de cet espace-temps. Et en fait, une des grandes difficultés des modèles cosmologiques, c'est de décrire la matière. On va se rendre compte au cours de ces études-là qu'on ne comprend pas bien toute la matière qui est présente dans notre univers. Peut-être même que la cosmologie révèle l'existence d'une matière que nous ne connaissons pas en laboratoire. Donc, ça va nous donner une preuve un petit peu de cette relation qu'il y a entre les lois de la physique fondamentale et cette modélification. Et puis, Georges Lemaître, que l'on considère souvent comme étant le père du Big Bang, hein, qui est un chanoine, physicien, théoricien, spécialiste de relativité générale, qui a construit les premiers modèles d'univers, nous dit une cosmogonie vraiment complète devrait expliquer les atomes comme les soleils. On est en 1931 quand il écrit ça. Et il faut quand même imaginer que, en fait, si on se place à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, on est dans l'héritage de Newton avec un espace qui est immuable. Tous les objets qui sont constitués dans l'univers sont là depuis toujours. Les constituants fondamentaux, la matière existe depuis toujours, les étoiles existent depuis toujours, les planètes existent depuis toujours. Il n'y a pas d'histoire en fait de l'univers et des objets contenus dans l'univers. Et lui nous dit attention, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi. Eh bien, on va devoir expliquer les atomes comme les soleils, chose qui a priori on n'avait pas de nécessité de les expliquer avant lui. Et donc ça, c'est important parce que souvent, quand on fait des progrès dans notre compréhension de l'univers, ça va nous poser des défis, des choses que l'on ne pensait pas exister ou qu'on ne pensait pas devoir à expliquer, sont à expliquer. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant entre ce lien entre la physique et ce qu'on va apprendre de la cosmologie. Alors souvent, aujourd'hui, quand on parle de cosmologie, il y a ce terme de théorie du Big Bang dont tout le monde a au moins entendu parler parce que c'est une série télévisée qui fait fureur chez les jeunes, qui a fait, peut-être qu'on vieillit tous un petit peu aussi, avec cette idée que peut-être il y aurait un début. Et en fait, souvent, on commence à raconter la cosmologie en commençant par le Big Bang les premières secondes. Et je trouve que c'est une très mauvaise idée. Je pense qu'il faut commencer par nous. Nous sommes ici dans un univers que nous observons et tout ce que nous voyons, c'est de la lumière qui nous parvient et à partir de ces observations, on va essayer de remonter dans le temps. Donc, on va observer depuis ici et maintenant, aujourd'hui. Quand c'est aujourd'hui, c'est un aujourd'hui qui est un peu lâche, c'est un aujourd'hui qui peut être plusieurs dizaines d'années, mais qui par rapport aux échelles de temps dans l'univers est presque un instant.
Et puis, il va falloir, à partir de cette observation purement locale, de penser l'univers, donc de penser l'entité la plus globale que l'on puisse penser. Et ça veut dire qu'il va y avoir des limites dans cette construction. Et c'est pour ça que souvent, je distingue deux types de cosmologie. Vous voyez, il faut faire très attention, mais il y a une différence fondamentale, la taille du C. La petite première, cette cosmologie-là, c'est une branche de l'astrophysique qui va décrire le mieux possible l'histoire de notre univers, sa structure et les constituants de notre univers. Et celle-ci, cette cosmologie-là, avec un grand C, c'est la cosmologie qui se faisait avant qu'on fasse de l'astrophysique, la cosmologie, par exemple, des Grecs anciens, qui repose sur la mythologie, parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'il y a toujours eu des cosmologies, des descriptions de l'univers dans lequel on se trouve, et qui sont souvent des descriptions mythologiques, donc il va y avoir un lien avec la métaphysique. En métaphysique, on parle de cosmologie, on parle de l'univers, on parle de l'origine des choses. Il va falloir avoir un discours sur ces questions-là. Et souvent, cette cosmologie-là, elle pose des questions qui dépassent largement celles de l'astrophysique. Alors, un exemple, par exemple, c'est de savoir si l'univers est fini ou infini. Eh bien, pendant longtemps, c'était un débat où, avec des arguments plutôt philosophiques, certains penchaient pour un univers infini. Pendant un certain temps, on s'est rendu compte que si l'univers n'est pas trop grand, on pouvait tester de façon observationnelle si l'univers était fini. On a mis des contraintes sur la taille de cet univers, qu'on a repoussé de plus en plus, et à un moment, on s'est rendu compte que ces contraintes sont telles qu'on ne peut plus savoir, en fait, puisqu'on n'observe qu'une partie finie de notre univers, en fait, on ne peut plus trancher la question. Et donc, il y a une question qui est pendant un temps une question d'astrophysique observationnelle, de physique théorique, mais qui initialement était une question plutôt métaphysique et qui éventuellement va retourner dans cette branche métaphysique. Et donc ça veut dire que la frontière entre ces deux disciplines va être mouvante, elle va changer en fonction de notre connaissance théorique et des outils que nous allons avoir pour questionner l'univers. Et ça, c'est important parce que ça montre le lien entre deux disciplines qui sont radicalement différentes, hein, une discipline scientifique et là, une discipline où on va se baser en général sur des spéculations, des extrapolations du savoir qui a été établi par la cosmologie. Ça veut aussi dire que quand je vais vous parler de certains résultats, tous les résultats de cosmologie, c'est des résultats qui ont été obtenus par une communauté scientifique, des gens qui travaillent sur différents types d'observations, des théoriciens, qui ont convergé dans la construction d'un modèle qui fait consensus. Alors, il ne fait pas consensus sur toute la ligne, il y a des zones qui sont les zones actuelles de débat où les gens ne sont pas d'accord. Et à partir de ce modèle-là, on va souvent faire des spéculations, parfois un peu outrancières parfois. C'est-à-dire qu'à partir de ce que l'on sait de notre univers, certains collègues vont vous dire il existe une infinité d'univers, on va vous parler d'univers multiples. Ce sont des extrapolations, des spéculations sur lesquelles on n'a aucune prise observationnelle ou expérimentale. Donc on retourne dans une sorte de spéculation métaphysique éclairée, parce qu'en fait, elle est motivée par des constructions théoriques qui vont être extrapolées, mais sur lesquelles on n'a plus aucun contrôle, en particulier un contrôle expérimental ou observationnel. Et il faut se rappeler, en tous les cas, c'est ma conviction, qu'il n'y a pas de savoir scientifique sans observation ou expérience. C'est-à-dire que la théorie peut nous dire des choses, construire des univers possibles, imaginables, non encore exclus par les observations actuelles, mais ce n'est pas une preuve que l'univers est ainsi. Alors, pour faire cette construction, il va y avoir deux contraintes. On va d'une part devoir prendre en compte toutes les lois de la nature connues. Ça veut dire que dès qu'on va avoir des progrès dans la connaissance de la physique, ça peut nous amener à changer ce modèle cosmologique. Et le but est de reproduire tous les phénomènes astronomiques, astrophysiques observés. Ça, c'est l'idéal. Ça peut paraître une évidence et simple. Il faut se rappeler que simplement pour le mouvement des planètes, il a fallu presque 20 siècles avant de comprendre qu'il fallait changer la position de la Terre pour rendre compatible ce que l'on croyait être les lois de la nature connues, c'est-à-dire qu'à l'époque, le mouvement des astres était des mouvements circulaires dont la Terre était le centre, et les observations. Donc Ptolémée avait fait tout un système de cercles enchâssés, d'épicycles et ainsi de suite pour reproduire les observations. Et c'est qu'au moment où on a réussi à changer de point de vue, en particulier avec Copernic qui nous dit non, si vous mettez le Soleil au centre de l'univers, eh bien vous allez avoir une cohérence et surtout avec un changement des lois de la nature, parce qu'on a pu supposer que les planètes sont sur des orbites circulaires
dont le centre serait la Terre, mais sont dictées par les lois de la gravitation de Newton. Et c'est donc là, même si Copernic a anticipé ça, ce qui justifie à la fin cette construction, c'est bien la physique théorique et la gravitation newtonienne. Donc il va y avoir toujours un aller-retour entre cette volonté de reproduire les phénomènes, de les expliquer et d'être basé sur des lois de la physique qui sont connues. Et parfois, quand on aura des désaccords, on va se poser la question de savoir est-ce que c'est mes observations qui sont correctes ou est-ce que dans leur interprétation, j'ai des biais ou alors est-ce que ça met en évidence éventuellement des nouvelles lois de la nature. Donc c'est là aussi où l'étude de l'univers va nous apprendre sur la physique. Alors ça, c'est le programme, mais dès qu'on commence, eh bien, on s'arrête. On s'arrête parce que quand on est physicien, on nous a appris qu'une des bases de la physique, c'est la reproductibilité des expériences, et il se trouve que nous n'avons qu'un seul univers. Alors, on n'a plus reproductibilité de l'expérience univers, donc ça veut dire qu'on ne peut pas comparer notre univers à un autre univers pour les comparer, pour voir quelles seraient leurs différences, leurs similitudes. Et puis, c'est surtout que notre univers, comme on va l'expliquer tout à l'heure, a une histoire, il change au cours du temps. Et ça veut dire que les formes de logique qu'on utilise vont devoir être modifiées. En général, si vous faites des mathématiques, vous utilisez beaucoup la déduction. Vous allez partir de principes premiers à partir desquels vous allez démontrer des choses. C'est le cas aussi en physique théorique. Je suppose une théorie physique, je vais écrire des équations, je peux démontrer des choses et dire voilà les phénomènes qui vont avoir lieu. Quand vous faites de la physique, on utilise surtout l'induction. On fait des mesures. Ces mesures nous renseignent sur l'univers que l'on observe, sur les phénomènes de la nature que l'on observe. On peut en déduire des lois qu'on appelle en général des lois phénoménologiques parce qu'elles sont validées par le fait que ces expériences peuvent être répétées et qu'on continue à valider cette loi. Et à partir de ces lois phénoménologiques, éventuellement, on va être capable de construire une théorie à partir de laquelle on va pouvoir utiliser un outillage théorique et en particulier la déduction. Quand on fait de la cosmologie, comme je vous l'ai dit, nous sommes ici aujourd'hui, nous allons devoir remonter dans le passé, un peu comme le font par exemple des archéologues, c'est-à-dire de remonter dans les phases les plus primordiales de l'univers. On ne peut pas aller là-bas pour voir comment était l'univers. On observe simplement ces zones aujourd'hui. Et ce qu'on va supposer, c'est qu'à partir de ce modèle et des lois de la physique qui sont extrapolées, eh bien, on va faire ce qu'on appelle de l'abduction, c'est-à-dire reconstruire les conditions dans l'univers primordial. Donc, comment on reconstruit ces conditions à partir des lois de la nature que l'on connaît aujourd'hui, se pose la question du domaine de validité de ces lois. Est-ce que j'ai le droit de les extrapoler jusqu'à là? Ou est-ce qu'il y a une faille? Est-ce que ça pourrait introduire un biais dans cette reconstruction? Et donc, ce qu'on va faire, on ne va pas finalement parler de l'univers, mais ce que les cosmologistes font, c'est reconstruire des histoires qui racontent, qui décrivent mathématiquement l'évolution de notre univers et de trouver l'histoire la plus probable. Alors, la plus probable en fonction des observations que l'on a, c'est-à-dire le fait que les observations tombent dans ce cadre et sont bien expliquées, et aussi du crédit que l'on donne dans les lois de la physique qui permettent de reconstruire cette histoire. Et donc, ce qui va être important, c'est d'avoir une cohérence de toutes les explications, et que donc on va toujours favoriser des explications qui expliquent plutôt plusieurs phénomènes, plutôt qu'avoir une explication, par exemple pour la matière, on va avoir une explication pour l'énergie, une explication pour ci, d'avoir quelque chose de cohérent. Et dans ce jeu-là, eh bien sûr, on va souvent devoir extrapoler les lois de la nature. Et l'important, et ça c'est vraiment quelque chose de fondamental pour la physique, c'est de toujours avoir une bonne idée du domaine de validité de ce modèle et des lois de la nature que l'on utilise. Parce que souvent, c'est à ce moment-là, c'est au moment où on est au bord du domaine de validité que l'on va commencer à avoir des problèmes. Donc voilà, ça c'est une introduction un petit peu générale, mais qui montre en tous les cas l'importance pour moi de la cosmologie sur la façon de penser la science, sa relation aux observations. Et c'est important d'avoir ce phénomène unique parce qu'il a quelque chose de caractéristique dans l'ensemble des sciences parce qu'il a cette dimension historique. Alors aujourd'hui, on a un modèle cosmologique qui s'appelle le modèle standard. Il est standard, ça veut dire simplement qu'il y a toute une communauté de gens qui sont des chercheurs professionnels qui sont plus ou moins d'accord sur ce modèle-là. Ce qui est intéressant, c'est que si vous demandez aux gens comment est-ce que tu définis le modèle standard, et j'ai posé la question à un certain nombre de collègues, tout le monde ne le définit pas exactement de la même façon. Mais quand même, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, et c'est ce modèle-là qui est la base. Ça ne veut pas dire que ce modèle est ultime, parce qu'on sait qu'il a des problèmes, il a des limites explicatives, il a des failles, mais c'est la base à partir de laquelle toutes les observations actuelles vont être discutées. Alors le départ, comme on le disait tout à l'heure dans la citation
de Alpher et Hermann, c'est la relativité générale d'Einstein en 1915. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les premières observations de Hubble, je vous ai mis ici ces observations de la galaxie d'Andromède. Et puis voilà, à l'époque de Hubble, par Hubble. Et puis aujourd'hui, donc ça vous montre aussi l'évolution des technologies, parce que dans toute cette dynamique, il y a une dimension que je ne vais pas discuter ici, qui est le fait qu'on va avoir des progrès de la physique, on va aussi avoir des progrès dans les outils d'observation, des télescopes de plus en plus grands, des télescopes qui nous permettent d'observer dans des couleurs invisibles à nos yeux, comme les ultraviolets, les infrarouges, et qui vont nous amener de l'information que l'on n'avait pas auparavant. Donc ça va révolutionner en fait notre connaissance de l'univers. Et donc, on a, à partir de cette époque, une théorie qui permet de décrire l'espace et le temps, et des observations pour le cosmos. Et donc là, on peut vraiment commencer à faire une véritable cosmologie scientifique. Et à partir de là, il va y avoir 4 grandes étapes, et c'est un petit peu ça que je vais essayer de vous décrire ensuite, c'est que à partir de la relativité générale, donc à partir de 1915, le premier modèle cosmologique a été proposé par Einstein en 1917, on va avoir ce qu'on appelle la cosmologie relativiste. À l'époque, vous voyez, c'est avant 1924, très peu d'observations cosmologiques, on ne sait pas si il existe d'autres galaxies. En fait, on décrit notre Voie lactée. Et donc, c'est plutôt un exercice de mathématiques, des gens qui cherchent des solutions, des équations d'Einstein qui permettraient de décrire l'univers. Et on a très peu d'observations, jusqu'à Edwin Hubble et l'expansion de l'univers. Et puis ensuite, dans les années 30-40, on va se rendre compte, puisque cette cosmologie relativiste va avoir une conséquence, elle va nous dire que l'espace est en expansion. On va se dire, mais si on revient en arrière, on va être dans une période de l'univers où la matière est plus concentrée, plus chaude, donc à haute énergie. Et on est dans les années 1930, découverte de la physique nucléaire. Et donc, on se pose la question de se dire, mais si je remonte dans ces périodes où la matière est très concentrée, il faut voir quelles sont les connaissances de la physique nucléaire dans cet état-là. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle la période du Big Bang Show. Et là, on commence à faire de la physique dans un univers en expansion. Et puis ensuite, on va se dire, mais il faut aussi expliquer les galaxies, puisqu'on en observe de plus en plus à partir des années 50. Et à partir des années 70, on va se poser la question de l'explication des galaxies, de la distribution de ces galaxies, de la distribution de la matière dans l'univers. Et puis, on va vouloir remonter encore plus loin que cette phase très, très chaude. Et c'est ce qu'on appelle la cosmologie primordiale, une phase dans laquelle la mécanique quantique va commencer à devenir un outil prédominant. Et c'est ça que vous êtes en train d'étudier ici. Et en fait, chacune des étapes va compléter la précédente. Donc, en fait, on a une sorte de modèle. Alors, ce n'est pas un millefeuille, c'est un 4 feuilles, en fait. Donc, voilà, vous avez les noms ici. Et à chaque étape, on a des questions ouvertes qui vont être, auxquelles on va avoir des réponses par des modèles plus sophistiqués. Et chacune de ces constructions repose sur un jeu d'observation propre. Et à chaque fois, ça pose de nouvelles questions. Donc, vous voyez, vous avez cette structure en différents niveaux. Et la base, c'est la cosmologie relativiste, c'est-à-dire la description de notre espace-temps dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Alors, je ne vais pas faire un cours de relativité générale. J'ai mis une équation. Le but n'est pas de la comprendre, c'est juste une belle image, parce qu'elle est quand même belle, cette équation. Donc, en 1915, Albert Einstein décrit cette théorie de la relativité générale, dans lequel il va se rendre compte que la gravitation peut être décrite par la géométrie d'un espace-temps. Et que cet espace-temps, ça doit être une structure à 4 dimensions qui généralise les concepts d'espace à 3 dimensions que nous avons autour de nous et le concept de temps à 1 dimension. Il va écrire des équations, cette équation-là. Cette petite quantité, c'est la géométrie de l'espace-temps. Et cette quantité-là, c'est la distribution de la matière dans l'univers. Donc, en fait, si on était capable de résoudre cette équation-là, on pourrait avoir une idée de la géométrie de notre univers, donc quelque part une structure quadridimensionnelle qui décrit notre espace et notre temps. Et donc, toute solution de cette équation est un univers. La question, c'est est-ce qu'il y a dans ces solutions un univers qui décrit notre univers à nous, et qu'est-ce qu'on peut en savoir? Alors, Einstein se pose la question en 1917, et il doit faire, comme il n'a pas beaucoup d'observations, il doit faire des hypothèses simplificatrices. Donc, il va supposer que l'univers est fini. Ça, c'est juste pour des raisons strictement de simplicité mathématique. Ça va lui simplifier ses équations. Il va supposer, je vous l'ai dit, il ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies. Ce qu'il observe, c'est des étoiles. Il dit, dans la galaxie, j'ai des étoiles. On a des idées sur la vitesse des étoiles. Il va se dire,
je vais supposer que l'univers est statique, c'est-à-dire qu'il ne change pas dans le temps, il reste immuable, comme c'était le cas à l'époque de Newton. Et puis surtout, je vais supposer que la matière est distribuée de façon homogène, que la densité d'étoiles est à peu près la même en tous les points de l'univers. Et il se rend compte qu'il n'y a pas de solution de ces équations qui satisfont ces trois conditions. Il va falloir qu'il rajoute un autre terme qu'on appelle la constante cosmologique pour construire un univers qui est fini, statique, et dans lequel la matière serait décrite de façon homogène. Donc, c'est la première solution mathématique de ces équations-là. Et en fait, on pourrait dire d'une certaine façon, il essaie de généraliser ce que l'on savait à l'époque de Newton, puisque à l'époque de Newton, l'espace était considéré comme immuable, et donc il n'y avait pas de raison de changer cette hypothèse. Et quelques années plus tard, la première chose, oui, c'est que, comme je l'ai écrit ici, toute solution de cette équation est un univers. Mais ici, il y a la distribution de la matière. Et on pourrait se dire, bon, ben voilà, ça devient un problème de mathématiques, il va falloir résoudre ces équations-là. Elles sont extrêmement difficiles à résoudre pour plein de raisons mathématiques. Le problème, c'est qu'il faut les regarder dans les yeux, ces équations, et de se dire qu'en fait, c'est impossible. Ces équations, on ne peut pas les résoudre dans leur pleine généralité. Tout d'abord, il y a une limitation mathématique. Simplement par leur structure, ces équations qui sont des équations non linéaires aux dérivées partielles, couplées, en fait, il n'y a pas de théorème général en mathématiques qui nous prouve qu'il y ait des existences de solutions. Ce que l'on sait, c'est qu'avec des symétries particulières, on a des solutions particulières qui sont trop simples pour décrire notre univers, mais on ne peut pas savoir en fait s'il y a toujours des solutions. Et puis, il y a une limitation astrophysique. La source de cette équation, c'est la distribution de la matière dans notre univers, et vous n'observez pas toute la matière de l'univers. Une galaxie qui serait trop loin et beaucoup moins lumineuse, vous n'allez peut-être pas l'observer. Donc, vous n'avez pas la connaissance de toute la distribution de la matière dans l'univers. Et donc, on a ces deux limitations qui fait qu'en fait, on va devoir faire un tour, on va devoir changer un petit peu la question. Au lieu de se trouver la géométrie de notre univers, on va chercher des géométries qui sont solutions des équations d'Einstein, mais qui sont des bonnes approximations de l'univers que l'on a, de l'univers dans lequel on vit. Alors, le bon, il est entre guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la limite de la barre d'erreur, des incertitudes, des observations que l'on a. Ce qui veut aussi dire que ça va pouvoir évoluer avec le temps si on a des observations de plus en plus fines. Voilà, donc ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est bien. Alors, quand Einstein trouve cette solution, quelques années après, en 1922, il y a un savant russe qui s'appelle Alexandre Friedman qui va, lui, reprendre les mêmes équations et qui va se rendre compte que, de façon générique, l'espace n'est pas statique, que l'espace se dilate au cours du temps. Il va envoyer son manuscrit à Albert Einstein, voilà, dans les années 1922, par un de ses collègues qui s'appelle M. Krutkoff ici. Et voilà ce que Einstein lui dit. Donc, Einstein n'a pas reçu ça de façon très positive. Et puis ensuite, il dit « J'ai critiqué le travail de Friedman. Je tiens les résultats de M. Friedman pour justes et éclairants. » Ça, c'est intéressant. Il montre que les équations du champ de la relativité admettent pour la structure de l'espace, en plus des solutions statiques, des solutions dynamiques, donc qui se dilatent. Et quelque part, il dit qu'il a fait une erreur de calcul ici, c'est ça? Fondée sur une erreur de calcul. Pour moi, ce texte est très important. Pour ceux qui font de la recherche, dont certains de mes collègues dans la salle, on sait qu'on passe plus de temps à faire des erreurs de calcul dans sa vie qu'à trouver des résultats justes, à jeter des papiers à la poubelle. Non, pas toi, mais moi, par exemple. Donc ça passe aussi, la recherche, c'est aussi ça, c'est des chemins où on fait des calculs qui n'ont jamais été faits. Et c'est quand même rassurant de savoir qu'Einstein faisait des erreurs de calcul. Et cette solution a été confirmée en 1927 par Georges Lemaitre. Alors comment construire l'univers? Comme on est ici aujourd'hui et qu'on ne peut pas voir toute la distribution de matière dans l'univers, on doit faire des hypothèses. La première chose qu'on peut faire, c'est regarder autour de soi et puis compter, par exemple, les galaxies dans toutes les directions. Ça, c'est un schéma qui représente, donc chaque point ici est une direction dans le ciel, et on a ici des radiogalaxies. Et ça, donc dans cette figure-là, on voit que si je regarde dans cette région du ciel, ou dans cette région du ciel, ou dans celle-ci, ben en fait, j'ai à peu près le même nombre de galaxies dans toutes les directions. On dit que l'espace est isotrope, ça veut dire que sa structure ne dépend pas de la direction dans le ciel dans lequel je regarde. Et donc, on se dit qu'il y a plusieurs indications qui ont tendance à prouver que l'univers est isotrope autour de nous. Quelle que soit la direction dans laquelle nous regardons, il a à peu près la même structure.
Donc, on va essayer de construire des solutions qui ont les mêmes symétries que ces observations. C'est ce que vous faites toujours quand vous faites en physique, hein. Comme c'est qui disait ça, la symétrie des causes et la symétrie des conséquences. Quand vous résolvez des problèmes de physique, vous regardez votre problème et s'il y a une symétrie par rotation, vous allez chercher des solutions qui sont invariantes par rotation. Et donc, on va se poser la question de savoir comment on fait pour construire un univers qui est isotrope autour de nous. Donc, voilà une solution. Vous êtes ici. Par exemple, imaginez que vous êtes sur une île, dans un archipel, il y a des îles, et vous en voyez qu'il y a à peu près toujours le même nombre d'îles dans toutes les directions. Eh bien, vous pouvez imaginer que ces îles, en fait, voilà, peuvent être réparties avec une symétrie qui est une symétrie sphérique autour de vous, mais pas nécessairement avec la même densité à différentes distances. Alors, si vous faites un modèle d'univers qui est comme ça, vous supposez que la matière est distribuée comme ça, tout de suite, vous vous rendez compte que si je prends un observateur qui vivrait dans une autre galaxie, ce point-là, pour lui, il n'y a pas de symétrie d'isotropie. S'il regarde dans cette direction, il y a plus de galaxies, et s'il regarde dans cette direction, il y a une sorte de grand vide dans cette direction. Donc, cette isotropie, elle serait vraie pour l'observateur en P qui est nous, mais pas pour celui qui est en Q. Et donc, ça voudrait dire qu'on est proche du centre de l'univers. Vous voyez, ça, ce serait, si on a une distribution de matière qui est comme ça, une conséquence, c'est qu'on est proche du centre de l'univers. C'est possible. Mais on sait que, historiquement, donc ça c'est aussi le poids de l'histoire, qu'on avait mis la Terre au centre du système solaire, le système solaire au centre de notre galaxie, qu'à chaque fois on s'est trompé. Et la question de se dire, en fait, si ces galaxies sont des galaxies qui ressemblent à la nôtre, c'est pas exclu que pourquoi est-ce qu'on serait vraiment au centre et qu'est-ce qui se passerait si on était dans une autre de ces galaxies. Donc ça, c'est une solution dans laquelle on joue un rôle particulier et l'idée, c'est de s'affranchir en fait de ce rôle particulier de l'être humain. Et donc, on s'est dit qu'il y a une autre solution, c'est de répartir ces galaxies de façon complètement homogène. Et vous voyez, si je suis en P ici, je vois si je prends des cercles ici que j'ai à peu près le même nombre de galaxies dans toutes les directions, mais c'est vrai aussi pour ce point Q. Et donc là, tous les points sont à peu près identiques. Donc, il faut choisir entre ça et ça. Mais bien sûr, quand on observe l'univers que depuis un seul point, ça ne va pas être facile de savoir si c'est cette description ou cette description qui est la meilleure. Et donc, comme on ne sait pas trop, on fait, comme le disait Einstein, quand on n'a pas d'idée, on a des principes. On va poser un principe qu'on appelle le principe copernicien. Nous n'occupons pas une place privilégiée dans l'univers. Mais c'est une hypothèse de principe, c'est une idée théorique sur le fait de dire qu'il n'y a pas de raison que l'univers ici soit particulier parce que notre position dans cette galaxie et la position de cette galaxie dans l'univers, il n'y a aucune raison pour qu'elle soit systématiquement au centre. On va donc construire des modèles qui sont homogènes et isotropes et une conclusion mathématique de ça, c'est que l'espace est en expansion, en dilatation et ça, c'est ce qui va être observé par la loi de Hubble. Et c'est donc ce que vont faire Friedman et Lemaître. Et la loi d'expansion va donner accès au contenu de la matière qui est dans l'univers. Donc, on a un premier outil, et c'est là où il va y avoir une conséquence qui va être trouvée décrite par Georges Lemaître, parce que pour lui, si l'espace est en expansion, il faut se poser la question de savoir comment on le vérifie. Georges Lemaître est vraiment un grand physicien. À chaque fois, il veut relier les propriétés théoriques à des observations. Et il se dit, en fait, si l'univers se dilate, donc là, c'est représenté sur une sphère, vous voyez que si vous êtes ici, s'il y avait des galaxies à chacun de ces points-là, vous les voyez vous éloigner de vous. Et puis, si vous aviez une onde, eh bien, sa longueur d'onde va devenir de plus en plus grande. Ça veut dire qu'elle va être décalée vers le rouge. Donc, si on voit les objets qui sont plus loin, eh bien, leur spectre doit être décalé vers le rouge par rapport au spectre que nous mesurerions ici sur Terre. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on peut tester. Et en fait, c'est ce qu'il prédit en 1927 et qui va être confirmé par les observations d'Edwin Hubble. Et donc, voici ça, c'est une page de l'article de Hubble. Donc, il regarde la taille apparente des galaxies pour avoir une idée de leur distance. Il regarde le spectre pour mesurer le décalage dans le rouge et donc leur vitesse. Et à partir de ça, il va essayer de vérifier que plus les galaxies sont loin… Ah, je n'ai pas mis le plot, c'est dommage. Plus elles se déplacent rapidement. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Hubble. Aujourd'hui, qu'on appelle la loi de Hubble-Lemaître, parce qu'en fait, il l'avait prédite de façon théorique comme une conséquence directe de la relativité générale. Donc, d'un point de vue théorique, vous voyez que pour avoir cette loi et cette preuve-là,
il faut savoir comment la lumière se propage dans l'espace-temps. Et on voit qu'il y a une relation en fait, entre la structure de l'espace-temps et la façon dont la lumière se propage. Et comme on va devoir relier des observations distantes à ce que l'on observe nous ici, eh bien, à tous les niveaux de l'interprétation théorique des observations, eh bien, la structure de l'espace-temps va être supposée rendre comme une hypothèse. Et donc, à partir de ça, on a des lois d'extension de l'univers qui se dilatent. Il y a de nombreuses solutions mathématiques en fonction de la matière que vous supposez être présente dans l'univers. Et on va se rendre compte, et en particulier Alexandre Friedman, que si on remonte vers le passé, il y a un moment où on a ce qu'on appelle une singularité, l'espace semble disparaître. La matière devient tellement concentrée que la courbure de l'univers devient infinie. Et donc, c'est comme si l'univers avait un bord. C'est comme si je suis sur ce tableau, je me déplace, il y a un moment, j'arrive, je ne peux pas continuer. Donc, si c'est la même chose, je remonte dans le temps, et il y a un moment, je ne peux plus remonter, il n'y a plus d'espace. Et ça a donné cette idée qu'on était en train de parler de l'origine de l'univers. Alexandre Friedman va s'enthousiasmer par rapport à ça. Il dit peut-être que la science nous donne une explication sur l'origine de l'univers. Et ça va faire débat, puisque Arthur Eddington tout de suite dit ça, moi je trouve ça complètement philosophiquement répugnant. Il ne faut pas oublier, Eddington était Quaker, il avait ses croyances aussi à lui. Et on remonte dans ce passé, donc on extrapole la loi, et ça va donner un certain nombre de développements. Je vous conseille ce livre, qui est un des plus fabuleux qui soit sur le sujet. Et dans cet article, dans ce livre de 1931, l'hypothèse de l'atome primitif, Georges Lemaitre fait une remarque. Il dit en fait, on est en train d'extrapoler la solution qu'on a obtenue des équations que nous donne Albert Einstein de la relativité générale. Ces équations sont des équations classiques. Celles dans les années 1930. Et il dit en fait, dans cette extrapolation, on monte à très haute énergie, eh bien, on ne sait pas si l'extrapolation est correcte, si les lois de la relativité générale sont encore valables. Et il va imaginer en fait que quand on remonte, eh bien, c'est l'époque où on découvre la fission nucléaire. Il se dit, en fait, toute la matière de l'univers pourrait être dans une sorte de gros atome géant qui va se désintégrer. Donc, il n'y a plus de singularité. C'est un qu'on appellerait aujourd'hui avant le Big Bang, donc qui permet de trouver une cause à cette origine de l'univers. Mais le maître nous dit, attention, ce que vous appelez le début de l'univers, la singularité, le Big Bang, c'est des synonymes pour un peu la même chose, eh bien, ce n'est pas un fait observationnel, c'est quelque chose qui apparaît dans l'extrapolation des lois de la nature que vous avez quand vous remontez, et probablement en dehors du domaine d'applicabilité de ces lois-là. Donc, faites attention. Et donc, ça c'est quelque chose d'assez important parce que finalement, ce Big Bang donc cette singularité initiale qui va donner le nom à la théorie cosmologique, ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, est la seule chose qui reste en dehors du champ explicatif de cette même théorie, puisqu'on n'a pas, dans le cadre de la relativité générale, d'explication pour cette singularité. Alors, bien sûr, si on va dans des cadres théoriques différents, en particulier tous nos collègues qui travaillent sur de la gravitation quantique, ils vont vous dire, en fait, il va y avoir des phénomènes de gravitation quantique qui se placent à ce moment-là, et éventuellement, on va pouvoir avoir une histoire de ce qui se passe avant, parce qu'on est dans un autre cadre théorique. Donc ça, il y a des modèles, il y a des spéculations, mais comme on n'a aucune observation et comme même on n'a pas de guide de savoir quelles sont les bonnes extrapolations, j'avais fait une classification de tous les modèles avant le Big Bang. En fait, aujourd'hui, ça reste qu'à un niveau spéculatif. Mais peut-être que parmi toutes ces solutions, dans 10 ans ou dans 15 ans, on pourra dire voilà ce qui se passait avant ce moment que vous appeliez Big Bang. Donc maintenant, on va rajouter de la matière. C'est ce fameux Big Bang Show. Comme je vous l'ai dit, si l'univers se dilate, la matière se dilue. Si je remonte dans le passé, la matière est de plus en plus concentrée. Et ça a une conséquence. Et là, il n'y a pas besoin de faire d'observation. C'est que tous les objets qui nous entourent sont des objets composites. Les galaxies, les étoiles. Les galaxies sont composées d'étoiles. Les étoiles et les planètes sont composées d'atomes. Nous-mêmes, nous sommes composés d'atomes. Si on monte à très haute température, à très haute densité, toutes ces structures sont détruites. Même les atomes, puisqu'on sait à l'époque déjà qu'ils sont constitués de neutrons et de protons, eh bien, vont être détruits. Donc, ça veut dire que la matière qui nous compose ne pouvait pas exister dans les premiers instants de l'univers. L'univers était trop chaud. Donc, nous sommes tous constitués de carbone, d'azote, d'oxygène. Il ne pouvait pas exister au début de l'univers. Donc, le modèle théorique qui décrit un univers en extension nous donne le défi de devoir expliquer la diversité de la matière qui existe dans notre univers aujourd'hui et que l'on observe. Donc, ça nous demande quelle est l'origine de la diversité de la matière. On va devoir expliquer l'origine des galaxies, l'origine des étoiles, l'origine des planètes,
l'origine des molécules et éventuellement l'origine de la vie. Tout ça ne pouvait pas exister. Et donc, vous voyez, alors que ces choses-là étaient supposées être là de tout temps, eh bien, aujourd'hui, il faut les expliquer. Donc, ça veut dire que le modèle nous demande d'avoir un certain nombre de scénarios des origines, l'origine des étoiles, l'origine des planètes, l'origine des molécules. Et c'est ce qui va se passer, en fait, dans ces années 30, en particulier avec des personnes comme George Gamow, Hans Bethe, qui vont comprendre, en fait, que, eh bien, les noyaux interagissent, les protons et les neutrons interagissent par des interactions nucléaires, et donc ils vont essayer de comprendre comment se comporte la matière à très haute densité alors que l'univers se dilate. Et donc ils vont se dire, si au départ l'univers est très chaud, il peut y avoir que des particules fondamentales. À l'époque, on pensait que le proton et le neutron étaient les seules particules fondamentales avec les électrons et puis les particules de lumière, les photons et leurs antiparticules. Donc, il ne peut y avoir que ça. Il peut y avoir ça à très, très haute température. Et si je prends un proton et un neutron, ils peuvent rentrer en collision et fusionner, c'est une interaction nucléaire, pour former un noyau de deutérium. Sauf qu'il y a beaucoup de lumière, de la lumière qui est extrêmement chaude, extrêmement intense et énergétique, qui va tout de suite détruire ce deutérium qui va revenir en proton et en neutre. Donc en fait, tant qu'on est à trop haute énergie, on ne peut pas commencer à former les premiers noyaux. Parce qu'ensuite, on va commencer à partir de ce deutérium par des réactions nucléaires successives à former de l'hélium et puis ensuite du carbone et ainsi de suite. Mais on ne peut pas commencer tant que l'univers est trop dense et chaud. Donc, on a cette matière, cet état initial, l'univers se dilate. Comme il se dilate, eh bien, l'énergie de cette lumière va diminuer. Et il y a un moment où vous allez commencer à former les premiers noyaux de deutérium, et puis il n'y aura plus de lumière pour les casser, pas plus de lumière suffisamment énergétique pour les casser. Vous aurez formé les premiers noyaux. Donc, ce noyau de deutérium, vous voyez, qui est un isotope de l'hydrogène avec un proton et un neutron. Mais dès que vous avez créé ce noyau-là, eh bien, il peut interagir avec un neutron, avec un proton, pour former d'abord de l'hydrogène 3, ce qu'on appelle aussi du tritium, puis d'hélium 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on pourrait se dire, on va former énormément de noyaux, sauf qu'attention, comme l'univers se dilate, la matière se dilue aussi. Donc, la probabilité que deux particules se rencontrent, que deux noyaux se rencontrent, va diminuer. Donc, en fait, ce processus ne peut être actif que pendant un tout petit espace de temps. Il faut que l'univers soit suffisamment froid pour que le deutérium puisse se former et suffisamment dense pour que la probabilité de collision de ces noyaux puisse se passer. Donc, on a une petite fenêtre qui dure à peu près quelques minutes, pendant laquelle on va pouvoir former les premiers noyaux, et en particulier ce qu'on appelle les noyaux légers. Et donc, on va avoir, alors ça c'est peut-être un peu compliqué, toute une chaîne de réactions nucléaires. Donc, on a que le proton et le neutron peuvent se transformer l'un en l'autre. Ici, vous avez que le proton plus le neutron vous donnez ce fameux atome de deutérium, et vous avez toute une liste de réactions. Donc là, c'est les 12 principales. Et vous allez vous dire, en fait, j'ai les équations qui régissent l'évolution de la matière et le fait qu'on va former des noyaux de plus en plus lourds. Vous voyez, l'hélium 4, le lithium 7, et ainsi de suite. On pourrait continuer plus long. Mais en fait, ce sont les 12 noyaux qui sont formés pendant les premières minutes de l'évolution de l'univers. Alors, les codes qui sont actuels, qui décrivent ça, ici, vous avez quoi? Vous avez 12 réactions nucléaires dans un espace-temps en expansion. Aujourd'hui, si vous voulez aller, par exemple, jusqu'à l'oxygène et l'azote, ce qu'on fait dans les codes de nucléosynthèse primordiale, il y a plus de 400 réactions nucléaires, mais on sait les mettre et on peut prédire les abondances de tous les éléments. Et ce qu'on sait, c'est que pendant cette phase-là, on ne va pas former suffisamment de carbone, d'oxygène et d'azote pour avoir les bases en fait, d'une chimie dans l'univers qui va suivre. Alors voilà à quoi ressemblent les observations. Vous avez ici l'abondance d'hélium 4, c'est cette courbe-là. Et ça, c'est les observations. Les observations qui viennent de la mesure de l'abondance primordiale dans certains systèmes astrophysiques. Vous avez ici l'hélium 3, le deutérium et puis le lithium. Donc ça, c'est des courbes, c'est le code qui a été développé, c'est le code Institut d'astrophysique de Paris et Université d'Orsay, développé par Alain Koch, Elisabeth Danjoni, Cyril Pitrou et moi. Et donc, vous avez en fonction, donc il y a un seul paramètre ici, qui est le nombre de photons que vous avez par nucléon, donc par proton ou par neutron. Donc, il y a un paramètre que l'on ne connaît pas, qui est un paramètre arbitraire. Et donc, vous voyez que vous devez être par là, dans cette zone-là, vous devez être dans cette zone-là, ici, c'est assez précis ici,
dans cette zone-là à peu près. Et puis ici, on voit qu'il y a une sorte de désaccord. Et donc ça, c'était vrai jusqu'aux mesures du fond diffus cosmologique. Aujourd'hui, ce nombre ici, qui était un nombre complètement arbitraire à l'époque où on a commencé à faire ces calculs, est mesuré avec une grande précision. Et donc, vous devez être aussi dans cette zone-là. Et vous voyez, c'est intéressant, ça marche très, très bien. Ça marche extrêmement bien. Voilà, ici, il y a un petit zoom sur le fait que 2 observations et une prédiction théorique se croisent avec une très, très grande prédiction ici pour le deutérium. Et puis, ici, ça fonctionne en plein. Et si le modèle était correct, complètement correct, il faudrait qu'on soit par ici. Or, le lithium-7, on vous dit, bah, ça va être par ici. Et donc, ce problème du lithium-7 a été un des plus grands problèmes de la cosmologie jusqu'à récemment. En fait, aujourd'hui, on commence à avoir des indications sur ce problème du lithium. Il y a des articles qui datent d'il y a quelques mois, en fait. C'est le fait de la détermination de l'abondance de lithium primordial, où on cherche, en fait, dans l'atmosphère des étoiles les plus anciennes, à mesurer ce lithium qui a été fait dans les premières minutes de l'univers. On se rend compte qu'on doit faire une extrapolation et que fort probablement, il n'est pas là. Il est probablement plus haut. Mais ça, c'est une indication qui vient juste d'être publiée il y a quelques mois et qui est encore en débat, mais qui est importante parce que vous voyez, ici, on a des observations. On a une théorie qui est extrêmement bien contrôlée, c'est de la physique nucléaire, ce qui veut dire qu'en accélérateur, on mesure tous les paramètres physiques. Si on essaie de faire des théories qui sont modifiées, en fait, si on résout ce problème-là, eh bien, on ne peut pas conserver cet accord qui est extrêmement précis. Donc, il y a quelque chose qui a fait débat pendant très, très longtemps. Mais en fait, la source, c'est probablement astrophysique, c'est-à-dire c'est les observations, cette barre verte ici d'observation qui doit être probablement beaucoup plus haut. Mais ça, je pense que ça va être confirmé dans les années qui viennent. Donc, vous voyez, ici, vous avez jusqu'au lithium, mais vous n'avez pas les atomes les plus évalués, les plus lourds. Alors, aujourd'hui, voici tous les atomes, les noyaux atomiques connus qui nous viennent voilà, de la table de Mendeleïev, et donc la classification périodique de Mendeleïev. Et donc, en gros, la nucléosynthèse primordiale nous explique le lithium, un peu de beryllium et de bore, et puis carbone, azote, oxygène, tout ça, ce n'est pas produit pendant ces premières minutes de l'univers. Et ça c'est quelque chose qui a été compris beaucoup plus tardivement, à partir des années 40 jusque dans les années 60, où on s'est rendu compte que c'est l'évolution des étoiles, en fait, que l'énergie des étoiles nous vient de la fusion nucléaire, qui va d'abord transformer l'hydrogène et l'hélium, d'abord l'hydrogène en hélium, puis ensuite en carbone, azote, oxygène, dans des étoiles qui sont les étoiles les plus massives. Il faut savoir que les étoiles les plus massives sont celles aussi qui ont une durée de vie qui est beaucoup plus courte, qui en général finissent leur vie en supernova. Donc, dans ces premières étoiles très massives, 10 fois, 100 fois la masse du Soleil, on va former à peu près tous les éléments chimiques jusqu'au fer. Et puis ensuite, dans ces explosions d'étoiles, on va avoir la formation des noyaux les plus lourds. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près un scénario de formation pour tous les noyaux atomiques qui sont connus sur Terre. Et ça, c'est un véritable succès, c'est-à-dire que la cosmologie et l'astrophysique, et en particulier le fonctionnement de la physique stellaire, nous donne une explication de la diversité de la matière. Alors, cette branche de l'astrophysique, qui n'existait pas il y a un siècle, ça s'appelle l'astrophysique nucléaire, et ça demande en fait de faire des modèles d'étoiles, des modèles cosmologiques avec de la physique nucléaire. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a des scénarios voilà, on vous dit dans quel type d'environnement, et on est même capable de calculer les abondances attendues pour l'ensemble de ces noyaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un véritable succès du modèle. On comprend la diversité de la matière. Et puis ensuite, on va se rendre compte que, eh bien, dans l'univers primordial, comme on avait ces noyaux atomiques, il y avait aussi des électrons, mais ils ne s'étaient pas apparus ensemble. La matière était sous une forme qu'on appelle le plasma. Et la lumière interagissait fortement avec ce plasma, donc elle ne pouvait pas se propager librement. Jusqu'au moment où la température va suffisamment baisser pour que des atomes neutres se forment. C'est ce qu'on appelle la recombinaison. Donc, ça a été prévu dans les années 1948. Et à partir de ce moment-là, la lumière va principalement se propager librement. Et donc, on va pouvoir observer le moment en fait, où la matière de l'univers passe d'un état de plasma à un état de matière neutre. Et ça, on observe cette lumière-là, et c'est des photos que vous avez probablement vues, ces ovales colorés. Ici, c'est celle du satellite Kobe. On est capable de mesurer la température dans toutes les directions, et on voit que la température dans toutes les directions, donc chaque point de cet ovale, c'est une direction dans le ciel, et à peu près la même dans toutes les directions. Donc ça,
c'est aussi une preuve supplémentaire de l'isotropie de l'espace autour de nous. Si on soustrait la moyenne, on voit que c'est un peu plus chaud dans cette direction et un peu plus froid dans cette direction. Ça, c'est un effet physique qui est connu, qui s'appelle l'effet Doppler. Si vous vous déplacez dans un bain thermique, eh bien, vous allez le voir plus chaud dans une direction et moins chaud dans l'autre. Donc, ça vous donne à peu près la vitesse de déplacement de notre Terre par rapport à ce référentiel-là. Et si vous supprimez cet effet Doppler, eh bien, vous voyez apparaître des petites fluctuations de température, des endroits qui sont un peu plus chauds et un peu plus froids. Donc ça, ça va être très intéressant parce que si c'est un peu plus chaud, un peu plus froid, ça veut dire que la densité de la matière est un peu plus importante ici, un peu plus faible ici. Et on se dit, en fait, s'il y a des petites inhomogénéités de matière, la gravitation va sûrement modifier ça, puisque les zones qui sont de plus haute densité vont attirer la matière, ceux qui sont de plus basse densité se vider. Donc, éventuellement, ces petites fluctuations pourraient être les germes de ce que l'on observe comme des galaxies aujourd'hui. Donc, peut-être faire un lien entre ces fluctuations et la distribution des galaxies. Et puis, si on regarde dans une direction donnée, on voit ici ces points d'observation qui sont la quantité d'énergie, le flux lumineux, en fonction de la fréquence. Et ça a une courbe caractéristique qui s'appelle une courbe de Planck, qui veut dire que même si on ne connaît pas l'état initial de ce qui se passe au Big Bang, dans un temps très reculé, la matière était dans un état d'équilibre thermodynamique. Ça, c'est un état très particulier en physique. Et on ne sait pas pourquoi. Ça veut dire que les conditions physiques, si je regarde dans cette direction dans le passé et dans celle-là, étaient à peu près les mêmes. Or, il se trouve que si je regarde par là et par là, eh bien, ces zones de l'univers que j'observe n'ont pas eu le temps d'être en contact causal l'un avec l'autre. Donc, une question qui se pose est de savoir pourquoi est-ce que l'univers est si isotrope, si homogène? Pourquoi est-ce que si je regarde là, la température de cette distribution de lumière est la même dans toutes les directions à, on va dire, 10-4, donc une partie pour 0,1%. Pourquoi? Donc ça, les observations nous disent que c'est comme ça. Le modèle le prend en compte, mais on n'explique pas pourquoi. Donc ça va rester une question ouverte pendant longtemps. Et ensuite, l'évolution, ça va être l'évolution d'un certain nombre de satellites et leur augmentation donc, de leur résolution. Vous voyez la taille en fait, de la résolution de l'image et de leur précision, donc la taille des barres d'erreur sur les mesures que l'on va avoir avec les satellites Kobe. WMAP, c'était vers 2003 et Planck vers 2013. Et ça, ces informations-là vont être à la base de l'étude en fait, de la distribution des grandes structures. Parce que si on se dit, on a des petites fluctuations de densité, est-ce qu'on va être capable de relier ces petites inhomogénéités initiales avec la gravitation, qui doit être décrite par la théorie d'Einstein, et voir est-ce qu'on peut comparer ça à ce que l'on observe dans la distribution des galaxies aujourd'hui. Donc ça, c'est le programme qui commence, on va dire, dans les années 70 à peu près, et parce qu'aujourd'hui, on a des observations, ici, c'est un relevé du Sloan Digital Survey, donc on regarde, l'observateur est ici, il regarde dans l'univers à grande distance, la distance est radiale, et puis en fait on a regardé dans des sortes de cônes comme ça qui ont été additionnés, et on voit que les galaxies ne se distribuent pas de façon complètement aléatoire. Elles se regroupent en amas, en filaments autour de grands vides. Est-ce qu'on est capable de comprendre cette distribution des galaxies? Donc ça c'est la grande question. Combien de temps est-ce qu'il faut pour former une galaxie? L'univers, quand on fait le modèle cosmologique et qu'on ajuste aux observations, on arrive à une estimation de son âge qui est 13,8 milliards d'années. Eh bien, est-ce que vous avez le temps pour que la matière forme des galaxies obtenir cette image en fait en éponge cosmique? Donc, le programme est là. On a ces observations des conditions initiales à partir de la distribution de température. C'est quelque chose qui est observé. Alors, on pourrait se poser la question de la justification de ces fluctuations-là. Ça va être une deuxième étape, et je marquais inflation, point d'interrogation, on va en discuter un tout petit peu après. Et à partir de ça, il y en a une idée de la distribution de la matière dans l'univers. Et la question, c'est est-ce que si j'utilise la gravitation, je vais prédire à partir de ces conditions initiales, peut-être avec des outils numériques comme des simulations numériques intensives, d'avoir une distribution des galaxies. Est-ce que ça colle avec celle qui est observée? Est-ce que la distribution prédite des galaxies par l'évolution de ces conditions initiales, sous l'hypothèse que la gravitation est décrite par la relativité générale, est en accord avec l'observation?
Donc là, il y a un double problème, c'est que premièrement, il faut être capable de prédire ce que l'on doit voir, et puis deuxièmement, il faut observer suffisamment de galaxies, et ça vous donne un petit peu deux voies de recherche. D'une part, d'un point de vue observationnel, le développement de relevés, de grands relevés de galaxies, avec voilà, des millions de galaxies, et puis d'un autre côté, d'un point de vue théorique, comprendre l'évolution de ces fluctuations de densité pendant presque 13,8 milliards d'années. Et c'est là qu'en fait, tout de suite se pose un vrai problème pour le physicien. Moi, j'ai mis des chiffres, je suis vraiment désolé. Mais si je regarde les masses des objets que je connais dans l'univers en masse solaire, eh bien oui, le Soleil, les étoiles, c'est 1 à une centaine de masses solaires. Les amas de galaxies, c'est plutôt 10 puissance 6, donc 1 million à presque 1 milliard à peu près. Et puis, je vais avoir, suivant les structures, les galaxies géantes ou naines, les amas ou les superamas, en fait, des masses, des tailles et des densités en fait, qui sont très variables. Et vous voyez, ça va d'un facteur 1 à un facteur 10 puissance 16. Même si le moteur qui est à l'œuvre, c'est la gravitation, il faudrait expliquer les structures sur 16 échelles de grandeur. Et on sait que en fait, ça va être très difficile d'avoir une explication commune pour tous ces objets-là. Et donc, on va avoir un certain nombre d'approches. En fait, on va déjà avoir des approches analytiques qui fonctionnent très, très bien aux grandes échelles quand on a des contrastes de densité qui sont assez faibles. Et puis ensuite, eh bien, on va devoir avoir des simulations numériques et de comprendre en fait comment la distribution attendue des galaxies va dépendre des conditions initiales et aussi de tous les aspects non linéaires de la gravitation qui vont être à l'œuvre. Donc ça, c'est un mélange de calculs théoriques avec des développements perturbatifs et de calculs numériques intensifs. Mais aujourd'hui, on commence à avoir une bonne idée de cette distribution. Alors, voilà ici quelques exemples, ce n'est pas les derniers, mais juste pour vous montrer le genre de choses qui sont faites. Donc ça, ce fameux Z, c'est le décalage spectral. Donc là, on est dans l'univers très primordial, le temps passe comme ça. Et ce que l'on voit, c'est qu'on parle de distributions qui sont à peu près homogènes avec des petites fluctuations et qui vont se structurer au cours du temps pour donner ces types de structures telles qu'on les observe avec des grands filaments et des grands vides. Donc on voit que qualitativement, ça marche bien. Ça, c'est la première chose. La question, c'est est-ce que quantitativement, ça marche très, très bien ou pas. Et c'est là, en fait, on va se rendre compte dès les années 80 qu'en effet, ça ne marche pas si bien que ça. Ça ne marche pas si bien que ça parce qu'il faut trop de temps pour que les galaxies se forment. Et donc, on arrive tout de suite à un véritable échec de ce modèle de formation des structures si la matière contenue dans l'univers est simplement ce qu'on appelle de la matière baryonique, de la matière qui est identique à celle qu'on a ici autour de nous et celle dont on a décrit tout à l'heure. Et donc, on arrive à ce concept de l'existence d'un nouveau type de matière inconnu en laboratoire qui n'est pas de la même nature que la matière qui nous compose ou qu'on voit dans les accélérateurs, qu'on appelle la matière noire. Et là, il y a tout un ensemble de raisons en fait, qui aujourd'hui sous-tendent en fait, l'existence de cette matière noire dont on n'a pas d'explication en termes physiques pour l'instant. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans les prochaines décennies, dès que Francis nous aura donné les résultats du satellite Euclide, par exemple, j'espère. Non, peut-être pas, mais on espère que ça permettra d'avancer. On a des idées sur la façon dont cette matière noire est distribuée dans l'univers. Au niveau des galaxies, on est capable d'avoir une idée de sa densité dans les différents types de galaxies, sa densité moyenne, donc on la mesure. On a différentes descriptions, on a beaucoup de théories physiques, mais on ne sait pas quelle est sa véritable identité. Et donc ça, c'est aussi un changement dans la façon dont on pense l'univers, c'est que pour avoir la conséquence des observations que l'on observe aujourd'hui, on doit invoquer l'existence d'une matière que l'on ne connaît pas, que la physique ne connaît pas, que l'expérience ne connaît pas. Mais il faut se rappeler que tout ça a été fait en supposant que la gravitation a été décrite par la théorie de la relativité générale, puisque cette matière ne se révèle que par ses effets gravitationnels, la façon dont en fait, cette matière supplémentaire augmente la gravitation et permet d'anticiper la formation des galaxies ou d'assurer la stabilité de certaines galaxies. Et donc, on pourrait se dire, mais peut-être qu'en fait, au lieu d'avoir cette matière noire, on aurait peut-être une faille à des très grandes échelles ou à des échelles d'énergie à déterminer de la théorie de la relativité générale. Et donc ça va aussi modeler deux voies de recherche, de savoir à quel point est-ce que la relativité générale est une bonne description de la relativité. Alors, on a beaucoup de thèses dans le système solaire, mais est-ce que c'est encore vrai à l'échelle d'une galaxie, à l'échelle d'un amas de galaxies, à l'échelle de l'univers? Et ça, c'est des questions qui se posent. Et d'ailleurs, donc, le satellite Euclide, c'est un de ces objectifs scientifiques d'arriver à
augmenter le domaine de validité de la théorie de la relativité générale. Et vous voyez que s'il y a la moindre faille à ce niveau-là, beaucoup de choses que je vous ai racontées précédemment vont devoir être revues, puisque si c'est plus cette même théorie de la gravitation, ça pourrait changer la description en fait, de l'univers dans son ensemble. Ce qu'on a pu se poser comme question, c'est de dire, sur cette matière noire, on ne sait pas trop de choses. Imaginons sa masse. Est-ce qu'elle était plutôt une particule légère? On dirait que c'est de la matière noire chaude, avec un H comme hot, ou une particule assez lourde, donc qui est froide, avec un C comme cold. Et vous voyez ici, on a donc la distribution des galaxies qui serait attendue. Donc ça, c'est un article des années 70. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de points. Et ça, c'est des observations du Center for Astrophysics, des premières distributions de galaxies qu'on avait. Et vous voyez, ça, c'est l'observation. Et ça, c'est deux prédictions suivant que la matière noire est plutôt très massive, donc froide, ou peu massive, donc de façon chaude. Et on voit que ça ressemble plutôt à ça, une matière qui est froide. Et donc, en fonction de la masse de cette particule, de la façon dont elle pourrait ou pas interagir avec elle-même ou avec la matière, eh bien, la structuration va se passer différemment. En particulier, vous voyez, si la matière est froide, vous avez plus de petites structures, alors que si la matière est chaude, eh bien, les structures vont être un petit peu effacées. Vous avez plus de satellites, plus de petites structures ici que dans la matière chaude. Donc, on voit que l'observation nous permet d'avoir des informations sur les propriétés phénoménologiques de cette matière noire sans pour autant connaître son identité. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que l'observation astrophysique va nous donner des contraintes sur la nature de cette matière noire. Elle ne va pas nous donner sa véritable nature, parce que ça, il faut une théorie physique. Mais une fois qu'on a des théories physiques, elle va pouvoir nous dire c'est plutôt une particule lourde, plutôt une particule massive, qui interagit ou pas, éventuellement qui pourrait avoir un type de spin ou pas. Et donc ça montre qu'il va y avoir une complémentarité dans la recherche de cette matière noire entre les observations astrophysiques, les théories de la physique et éventuellement ce qu'on est capable d'apprendre par des expériences en accélérateur. Et le bilan de tout ça, c'est que quand on met toutes les observations ensemble, eh bien, on arrive au fait qu'on a en gros que la matière qui est connue aujourd'hui, donc tout ce qui compose donc la matière baryonique, ce qui compose les étoiles, les planètes, et ainsi de suite, et l'hydrogène, toutes les grandes quantités de gaz d'hydrogène et d'hélium intergalactiques, c'est en gros 5% du contenu matériel de l'univers. On a à peu près 23% de cette matière noire, et puis cette fameuse constante cosmologique qui est à peu près dans les 70% qui restent. Donc ça, c'est le bilan. La question, c'est que cette quantité-là, c'est de la matière que l'on ne connaît pas aujourd'hui dans notre théorie physique, dans le laboratoire, donc il faut déterminer son identité. Et puis cette constante cosmologique, alors là, le débat est assez ouvert. Est-ce que ça pose un problème ou pas? Moi, je crois que ça dépend des jours. Je n'ai pas toujours la même réponse. Une partie de moi me dit que ce n'est pas un problème du tout. Quand on fait de la physique, on a des lois avec des constantes. La seule chose qu'on peut faire, c'est mesurer la valeur de ces constantes. On a une constante qui est la constante cosmologique, celle qui avait été introduite par Einstein en 1917. On mesure sa valeur, elle reste constante, tout va bien. D'accord, tout va bien. Le modèle, en termes de modèle, est tout à fait cohérent parce que cette quantité est mesurable, on la mesure, et donc à partir de là, on peut avoir beaucoup de prédictions. Le problème, c'est nos amis qui font de la mécanique, de la physique quantique. Parce qu'ils vont se rendre compte que le vide quantique lui-même a une énergie, et que cette énergie, en fait, se comporte exactement comme cette constante de cosmologie. Et là, il y a un désaccord entre ce que prédit cette théorie donc de l'infiniment petit par rapport à cette quantité qui est mesurée par la cosmologie, donc par l'infiniment grand. Donc, il y a un problème de cohérence entre l'infiniment petit et l'infiniment grand sur la valeur attendue par rapport à la valeur mesurée de cette constante. Et donc, la question de savoir, est-ce que c'est vraiment un problème ? Est-ce que ce calcul est sous contrôle? Est-ce que l'argument lui-même fait sens? Et tout le monde n'est pas d'accord à ce niveau-là. Donc, il y a un problème d'interprétation. Mais ce qu'on peut faire, c'est de se poser la question de savoir, est-ce que la densité d'énergie de cette constante cosmologique change ou pas au cours du temps? Et là encore, pendant très longtemps, on pensait qu'il n'y avait aucun signe. Il y a eu des premiers signes il y a quelques mois là-dessus, comme quoi cette quantité-là changerait. Alors, si elle change avec le temps, ce n'est plus une constante. Ça veut dire que c'est un nouveau type de matière, et là, ça veut dire qu'éventuellement, on pourra apprendre quelque chose dessus. Et on n'est pas tous d'accord. Moi, je pense que le résultat n'est pas correct, mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais c'est aussi ça, la science qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'on a des éléments et qui, éventuellement, des observations qui vont pouvoir commencer à nous dire si cette constante reste constante. J'ai parlé du satellite Euclide. Fort probablement, tu vas nous dire un truc dessus, un de ces quatre. Mais si, c'est pour ça que... Voilà. La question, c'est est-ce que c'est un bon modèle? Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que, comme le disait Sébastien,
moi je suis principalement un théoricien, donc c'est la construction. Vous voyez, il y a plein d'étapes, il y a plein d'hypothèses, il y a des lois de la physique, tout ça se mélange un peu. Est-ce que c'est un bon modèle? Et ça, ça a été, en gros, ce que j'ai fait depuis 30 ans. Depuis 30 ans, c'est à chaque fois de me poser la question, et je ne vais pas vous expliquer comment, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec les observations, on peut se poser la question de savoir, est-ce que l'univers est infini? Est-ce que la relativité générale est encore valide aux échelles astrophysiques? On avait eu une idée avec Francis, c'était 2001, Noël 2001, on a fait ça pendant les vacances de Noël. Et puis, aujourd'hui, vous allez faire avec Euclide. Est-ce que le principe d'équivalence, le fait que la matière tombe de la même façon dans un champ de gravitation, quelle que soit la masse, la composition chimique est vrai et valide partout, c'est des choses qu'on peut tester. Est-ce que le principe copernicien, le fait que l'univers est homogène, isotrope, est valide, c'est quelque chose qu'on peut tester, qu'on va pouvoir tester. La méthode a été trouvée en 2008, mais avec le Very Large Telescope, on doit pouvoir tester ça directement. Est-ce que l'expansion de l'univers est isotrope autour de nous, la même dans toutes les directions? C'est quelque chose qu'on peut tester aujourd'hui à peu près 10%, et je pense qu'on pourra le tester grâce encore à Euclide, à peu près à 1%. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé d'un modèle où on faisait des hypothèses qui étaient justifiées par la physique et aussi des fois par la simplicité, mais qu'aujourd'hui, grâce aux mesures, on ne fait pas simplement ce qu'on appelle de la cosmologie de précision, c'est-à-dire mesurer des paramètres avec grande précision, on est capable de poser la question sur est-ce que ce modèle est une bonne description de l'univers? Est-ce que les hypothèses sont des bonnes hypothèses? Et donc, on passe en ce qu'on appelle en physique de la précision à la justesse, c'est-à-dire à savoir à quel point le modèle que l'on considère est un bon modèle. Je continue pendant combien d'heures encore ou je m'arrête ou... Dis-moi, Sébastien. Non, ça fait 1 heure. Cosmologie primordiale. Regarde, mon transparent, c'est le meilleur transparent que j'ai fait de toute ma vie. Il n'y a rien. Parce que je me suis posé la question, comment est-ce qu'on explique ce qui se passe pendant l'inflation? Je vais essayer quand même. On va essayer en 5 minutes de vous expliquer comment c'est. Donc, vous avez, il y a cette carte du fond diffus cosmologique avec des fluctuations de densité. Et la question, c'est d'où viennent ces fluctuations de densité? Pour des raisons qui ne sont pas liées à ça, en particulier pour expliquer la très grande isotropie de notre univers, dans les années 80, il y a un certain nombre de chercheurs, Alan Guth aux États-Unis, Stephen Hawking en Angleterre et quelques autres, qui se sont dit, ben, en fait, si on remonte dans le passé et qu'on commence à prendre en compte le comportement quantique de la matière à très très haute énergie, sans pour autant avoir besoin d'une théorie de la gravitation qui est quantique, eh bien, il peut y avoir un phénomène qui va apparaître, qui est un phénomène d'inflation. C'est-à-dire que l'univers va rentrer dans une phase d'expansion qui est exponentielle. Donc ça, ce modèle-là, c'est un peu... est rentré par une petite porte, c'était de résoudre le problème de l'isotropie très grande de l'univers, de son homogénéité très grande qui était non naturelle. Quelques mois plus tard, un de nos collègues russes, Slava Muradov, s'est rendu compte que si on regardait l'évolution quantique d'un champ quantique alors que l'univers est en expansion exponentielle, il y a quelque chose d'assez inattendu qui se passe. Et la chose est la suivante. Elle repose sur 2 phénomènes de la physique. Le premier, c'est si je prends voilà, une sorte de pendule comme ça, je me pose la question de savoir, en physique classique, quel est l'état d'énergie minimale de ce pendule. Bon, il faut que son énergie de mouvement, l'énergie cinétique, soit nulle, donc je l'arrête. Et puis, il faut on va supposer qu'il y a une grosse masse ici, que l'énergie potentielle soit minimum, donc il est vertical au repos. Et là, on peut dire que son énergie est nulle. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est un pendule classique. Mais pour un pendule quantique, ce n'est pas possible, parce que vous savez qu'il y a ces relations d'incertitude entre la quantité de mouvement, donc la vitesse de mon objet et sa position. Donc si j'ai un pendule quantique dans son état d'énergie le plus bas, il n'est pas immobile au repos vertical, il est à peu près là en moyenne, mais il oscille un peu. Donc il est toujours comme ça. Ça, c'est son état d'énergie le plus bas. Donc vous voyez, au lieu d'avoir quelque chose qui est strictement vertical et immobile, il est un peu vertical et il bouge un peu. Ça, c'est la première chose. Ça serait l'état initial. Et puis ensuite, dans l'évolution. Et là, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça, l'effet de balançoire, c'est ça? Vous avez fait de la balançoire tous. C'est très important de faire de la balançoire, soit tout seul, soit avec ses enfants. Vous avez compris, vous avez vu comment vous faites pour amplifier les mouvements d'une balançoire? Vous battez des pieds. D'accord? Si vous battez des pieds très rapidement, est-ce que la balançoire se met à bouger? Non. Si vous battez les pieds trop lentement, non plus. Si vous les battez à la bonne fréquence, qui est à peu près ce qu'on appelle la fréquence propre de l'oscillateur, la balançoire, elle va être amplifiée. C'est ce qu'on appelle en physique un phénomène d'amplification paramétrique.
Et donc, la question que s'est posée Mocana, c'est de dire, ben, je prends en fait mes champs de matière, c'est des petits oscillateurs, ils ne sont pas immobiles, ils bougent un petit peu comme ça, mais l'univers est en expansion. Si l'univers est en expansion, ça veut dire qu'en fait, les longueurs d'onde vont grandir, il va y avoir tout un phénomène d'évolution de ce petit oscillateur. Et en fait, ce qu'il a montré, c'est qu'il y a un phénomène d'amplification paramétrique. Donc, ces petites fluctuations qui sont microscopiques à toute petite échelle, à cause de l'expansion de l'univers, vont devenir macroscopiques et vont être amplifiées. Et il fait un calcul, selon certains arguments et certaines hypothèses, et il dit ça peut être en accord avec les fluctuations que l'on devrait observer dans le fond diffus cosmologique, puisqu'à l'époque, on n'avait pas ces observations. Quand on a eu les observations du satellite Kobe, en fait, on voyait ces fluctuations à grande densité et c'était en gros en accord avec le modèle le plus simple. Alors aujourd'hui, on est rentré dans des sophistications et c'est d'ailleurs ça que Sébastien et toute son équipe et tous ses collègues étudient ici, c'est de savoir exactement comment se passe ce mécanisme. Mais vous voyez que son idée, c'était de relier la mécanique quantique à des choses qui sont macroscopiques, du fait de cette expansion exponentielle, en utilisant le fait que la mécanique quantique me dit que je ne veux pas être au repos simplement, et qu'en fait, on va avoir un phénomène balançoire d'amplification paramétrique. Donc ça, ce modèle d'inflation, c'est un peu la frontière de ce qu'on est capable d'expliquer. On a des observations cosmologiques avec le fond diffus. On espère en avoir des plus précises parce qu'il doit y avoir des phénomènes comme des ondes gravitationnelles qui sont produites pendant cette phase-là. C'est un des espoirs pour arriver à avoir une idée sur vraiment ce qui se passe. Donc, on est à la frontière entre quelque chose qui laisse des traces observationnelles, mais qui n'est pas encore complètement compris. Donc, c'est la limite aussi de la description de notre modèle. Et donc, pour résumer, on a un modèle, donc ici, c'est le temps qui passe du bas vers le haut. On est à peu près ici, il faut que je mette à jour, c'est 13,8 maintenant. C'est pas l'inflation, c'est 13,8 milliards d'années. La température de la radiation qu'il y a dans l'univers, c'est à peu près 2,73 degrés Kelvin. Quand je remonte dans le passé, la matière, le rayonnement dans l'univers est de plus en plus chaud. On a cette phase d'inflation. On ne sait pas exactement à quelle énergie la positionner. Il y a plusieurs types d'hypothèses. Il y a un certain nombre de choses ici qui se passent. Comment est-ce que cette inflation, parce que vous voyez bien, si l'expansion est accélère exponentiellement, la matière va être extrêmement diluée. Donc, à la fin de cette phase, l'univers est complètement vide. Et il faut quand même expliquer qu'il y a de la matière. Donc, en fait, on va avoir un champ de matière qui s'appelle l'inflaton qui va se désintégrer dans les particules qu'on connaît. C'est ce qu'on appelle au cours du re-heating, formation de la matière ordinaire, donc la baryogénèse. Là, on a des idées, on a des modèles qui nous décrivent ça. Mais pour autant, il y a encore des problèmes. C'est des choses qui ne sont pas bien expliquées. Donc, vous voyez, on a ici avec l'inflation, avec une microphysique qui est spéculative, mais qui est sous contrôle quand même. On arrive à faire des calculs. On a ici une microphysique qui n'est pas bien comprise pour ces modèles-là. Et puis, ensuite, on va rentrer dans cette phase avec la nucléosynthèse primordiale. Là, la physique est sous contrôle. On a des observations, on est capable de faire les calculs. Et à part le lithium, ça marche très bien. Ensuite, on a ce découplage avec l'émission du fond diffus cosmologique. Là, tout ça, la microphysique est extrêmement bien connue. Et puis, aujourd'hui, comme on a beaucoup de non-linéarité dans la gravitation, on a des systèmes complexes, des galaxies qui se forment. Et c'est là aussi on commence à avoir de nouveau des problèmes pour expliquer la dynamique de l'univers récent. Et à chaque fois, on a des observations à partir de la nucléosynthèse, du fond diffus cosmologique, les premières étoiles, les grandes structures et par exemple les supernovas. Donc vous voyez, en gros, on pourrait dire qu'entre 1 millième de seconde après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, on a des théories et des observations qui nous permettent d'avoir un édifice qui est sous contrôle. Pour autant, il y a ce problème de la matière noire, ce problème de l'énergie sombre, et puis de la validité des piliers. Et puis après, si on extrapole, c'est là où on a toutes les idées médiatiques, en fait. Est-ce qu'il y a des multivers, de la gravité quantique, des dimensions supplémentaires, des extraterrestres, tout ça? Et ça c'est bien, voilà, ça excite tout le monde, mais on ne peut pas en dire grand-chose parce que la microphysique et les structures sont complètement inconnues. Donc, vous êtes assez libre de faire beaucoup de choses. Voilà. Et donc, les questions qui viennent de tout ça, et je vais finir sur ce dernier transparent. Il y a aujourd'hui des débats par rapport à la validité de ce modèle par rapport aux observations. Donc, cette histoire du lithium, et qui, à mon avis, est en voie de résolution. Un débat sur la valeur de la constante de Hubble. On a plusieurs façons de la mesurer. On n'est pas complètement en accord. On dit qu'il y a une tension. Est-ce qu'elle est vraiment là? J'étais à une conférence il y a 2 semaines. Il y a des gens qui prétendent qu'en fait, ça n'existe plus dans les données, donc, mais ce n'est pas encore publié. Il y a des modèles qui permettent de l'expliquer. Quelles sont la nature de la matière noire, de l'énergie sombre si ce n'est pas une constante cosmologique, et puis les bases
de ce modèle? Quel est le domaine de validité de la relativité générale, du principe copernicien? Et ensuite, toutes ces questions de l'univers primordial qui sont discutées ici en ce moment, les microphysiques de la phase d'inflation, les aspects de gravité quantique. Est-ce que la cosmologie primordiale nous permettrait d'avoir quelques clés sur la gravité quantique? Et puis, alors j'en ai pas du tout parlé, tout ce qui est lié à l'astrophysique des ondes gravitationnelles, qui est un domaine qui explose depuis maintenant presque 10 ans. Donc, vous voyez, ça c'est à peu près le panorama. Et ce modèle est important parce que c'est ce modèle qui sous-tend l'interprétation de toutes les observations astrophysiques que vous avez. C'est-à-dire que quand on regarde un objet lointain, en général, je ne peux pas mesurer sa distance, je mesure le décalage spectral. Et quand je vais dire il a à telle distance, la lumière a été émise il y a tant de milliards d'années, c'est parce que de façon sous-jacente, je suis en train d'utiliser ce modèle pour relier le décalage spectral à la distance ou au temps. Donc en fait, ce modèle apparaît comme hypothèse de plein d'informations qui vous sont données tous les jours. Et en particulier, si on vous dit... c'est même écrit, je crois, dans le dictionnaire maintenant, que l'univers a 13,8 milliards d'années. En fait, ce nombre 13,8 milliards d'années, ce n'est pas un nombre mesuré, c'est un nombre qui est calculé. Et le calcul de ce nombre vient des données observationnelles, mais aussi de toute la structure théorique de ce modèle-là. On peut construire des modèles cosmologiques dans lesquels on trouve un nombre radicalement différent. Donc, il ne faut pas oublier ça, c'est que ces hypothèses sous-tendent un certain nombre d'affirmations qui ensuite vivent leur vie différemment. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné les grandes bases de ce qu'est la cosmologie théorique, de son lien avec l'observation, et surtout de comment, à mon avis, c'est presque d'un point de vue pédagogique, c'est un cas d'école pour comprendre aussi la nature du savoir établi, parce qu'on a cette position particulière où on est à l'intérieur de l'expérience. C'est ça aussi qui est beau, c'est-à-dire qu'on est dans l'univers, on ne peut pas sortir de l'univers pour l'observer, on ne peut pas le comparer à un autre univers, et pour autant, grâce à la physique, on est capable de dire énormément de choses sur cet univers, mais de fait, il y a aussi des questions qui restent en dehors du champ de la science. Et ce n'est pas grave, parce que c'est aussi un point qu'il faut défendre, c'est que la science n'est pas là pour donner des réponses à tout, elle donne des réponses avec un domaine de validité, et là, on sait de quoi on parle, et au-delà, on peut débattre. Voilà, on peut débattre. Je vais m'arrêter sur ce mot. Merci. Merci beaucoup. On a le temps, Snap, pour des questions maintenant. Et puis, si les gens sont timides, ça peut être aussi après, dehors. Faut pas être timide, parce que moi, je suis timide. Donc, Moi aussi. J'ai une question naïve. Est-ce que quand on... Non, je ne sais pas si c'est un problème de vulgarisation ou pas. Pourquoi, lorsqu'on représente l'expansion de l'univers, on a l'image d'un ballon de baudruche, comme tu l'as montré sur un des transparents, qui pour moi a une vision bidimensionnelle. C'est comme si l'univers était à la surface d'une bulle et pas à... Pourquoi ce n'est pas une vision en volume? Est-ce que c'est pour la vulgarisation ou bien est-ce que ça correspond à une réalité, enfin, à quelque chose du modèle? L'univers, il est vide à l'intérieur? Enfin... Non. Mais c'est une très bonne question qui touche vraiment à la façon pédagogique de représenter les choses. Quand je veux représenter, je peux représenter une surface, je peux dessiner une surface. Je ne peux pas dessiner un volume. Je peux dessiner le bord du volume, donc qui est une surface, mais pas la structure du volume. Comme l'univers, donc l'espace est à 3 dimensions, je ne peux pas faire de représentation d'un espace à 3 dimensions sur... voilà, je ne peux pas le faire. D'accord? Donc, en général, quand tu utilises les mathématiques, donc la structure, tu n'as pas besoin de le dessiner, en fait, les équations te disent quelle est la forme. Mais il y a un moment quand on veut essayer d'expliquer ça, et en particulier le fait que l'espace se dilate au cours du temps, il faut le représenter. Donc, tu as 2 possibilités. C'est comme tu veux avoir une dimension qui est le temps, tu te dis, je vais représenter les 3 dimensions de l'espace comme 2 dimensions spatiales. Alors après, il y a plusieurs façons de le représenter. Soit on représente une sphère, et en effet, la surface est une 2 sphères, donc c'est vraiment la surface, l'intérieur n'existe pas. Soit je prends une nappe qui serait un plan et qu'on va étirer, en fait, dans ce cas-là, c'est une surface infinie. Le problème souvent, c'est que si la surface est infinie, se pose la question de savoir toujours dans quoi est-ce que ça se tend, parce que c'est déjà infini. Bon, bref, c'est des questions sans fond, mais qui sont vraiment des questions de représentation. Et donc, il faut vraiment penser dans ces représentations-là que l'espace extérieur, donc ce qui ressemble à une 3e dimension, n'existe pas. Je n'ai pas besoin d'avoir
une quatrième dimension peut représenter un espace à 3 dimensions. C'est le cas des surfaces aussi. À partir du moment où on commence à faire de la géométrie, par exemple, c'est Gauss qui commence, ce qu'on appelle de la géométrie intrinsèque. Je peux décrire la géométrie d'une sphère sans avoir besoin de représenter la sphère dans un espace à 3 dimensions, comme si je vivais complètement sur la sphère. On n'est pas obligé de la plonger. On n'est pas obligé de la plonger, mais c'est vrai que c'est souvent ce qui est fait parce que pour des raisons graphiques. Alors maintenant, si tu utilisais une vidéo, là, dans ce cas-là, tu pourrais faire un maillage où le maillage en fait se dilate et tu es à l'intérieur et ça serait beaucoup plus visuel parce que tu n'aurais pas besoin d'une dimension de l'espace pour représenter le temps qui coule. Donc ça pourrait, voilà, c'est une façon de représenter aussi la géométrie qui est utilisée. Et ça, c'est un peu un vrai problème dès qu'on fait de la relativité générale. On travaille avec des structures qui sont à 4 dimensions que l'on doit représenter. Et ça fait partie en fait du travail de la relativité générale de faire des dessins qui ne sont pas trop faux par rapport à ce qu'on veut raconter et que nous disent les équations. Et c'est souvent très, très difficile. Voilà. Quelle est votre intuition sur la fin de l'univers par rapport aux théories de Big Crunch, Big Rip, etc. Ah, en ce moment, je suis orthodoxe. Voilà, j'ai décidé. Non, mais c'est-à-dire que je me suis dit, là, c'est pas possible. J'arrive pas à croire, disons, à me convaincre que l'on observera avant ma retraite le fait qu'il y a une violation de la relativité générale et une déviation par rapport à une pure constante cosmologique. J'arrive pas à croire ça. Je m'en suis convaincu pour plein de raisons, mais j'espère que j'aurai tort, parce que comme ça fera une bonne surprise. Dans ce cadre-là, qui est le cadre standard, en fait, on est dans une phase où l'expansion devient exponentielle. Mais il n'y a pas de Big Rip. Donc, le Big Rip, c'est une expansion qui serait encore beaucoup plus violente, qui fait que la structure même de l'espace-temps se disloque, se déchire. C'est même un peu difficile, on ne peut pas le décrire dans le cadre de la relativité générale. Mais pour moi, c'est vraiment des scénarios sur lesquels quand je dis croire, ça veut dire si je devais parier de l'argent, je ne parierais pas dessus. D'accord ? Enfin, c'est plutôt en termes de… Là, on est en train de parler d'intuition, donc ce n'est pas de choses étables. Il n'indique pas que j'ai dit que l'univers était comme ça. Dans ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une idée de ce qui va se passer dans le futur. L'univers se dilate de plus en plus rapidement, ce qui fait que les galaxies qui nous entourent vont avoir tendance à sortir de l'univers qui est observable. Donc, notre univers va peu à peu se vider de galaxies. Le ciel va devenir sans galaxies. Les étoiles, je vous ai raconté, elles utilisaient l'énergie, les ressources nucléaires, de l'hydrogène et ainsi de suite pour briller. On sait que les galaxies forment de moins en moins d'étoiles. Alors, la Voie lactée, aujourd'hui, elle produit à peu près une masse solaire par an en étoiles. Il y a 10 milliards d'années, c'était à peu près 100 masses solaires, donc elle produit de moins en moins d'étoiles. Ces étoiles ont une durée de vie qui est limitée, donc en fait, elle va perdre sa luminosité stellaire au bout de plusieurs milliards d'années. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec un univers où il y a des galaxies qui sont de plus en plus éloignées. La matière intergalactique, elle va être aussi diluée de façon exponentielle, donc l'hydrogène qui reste. Et à l'intérieur de ces galaxies, en fait, ces étoiles qui disparaissent vont se transformer en étoiles à neutrons, en trous noirs, principalement en naines blanches. Et là, on peut avoir de la fusion nucléaire à froid. Et donc, l'évolution de ça, physiquement, c'est que tout ça se transforme tranquillement en fer. C'est le minimum de l'énergie de liaison par nucléon dans tous les noyaux. Donc, on peut avoir des réactions nucléaires à froid qui sont très, très longues. Donc, c'est pour ça, là, je ne peux pas te donner de chiffres, mais c'est des milliards d'années. Mais en gros, tu peux te dire que selon la physique classique et ce scénario-là, tu vois de moins en moins de galaxies, les galaxies deviennent de moins en moins lumineuses et toute la matière va finir éventuellement dans des trous noirs qui vont, si Hawking a raison, rayonner. Voilà, c'est un peu ça. Donc un univers qui est assez barbant à la fin parce qu'il n'y a que de la lumière, mais tellement basse énergie en fait que tout devient froid. Ce que je trouve intéressant dans cette vision du futur, c'est que les astronomes, dans quelques milliards d'années, s'il y en a encore, seront incapables de prouver que l'univers est en expansion parce qu'ils auront leur galaxie et toutes les autres galaxies lointaines seront en dehors de l'observation. Donc, on ne pourra pas reproduire l'expérience de Hubble. Donc, l'expansion cosmique deviendra un fait de croyance plutôt qu'un fait qu'on peut continuer à vérifier. Ça, c'est assez intéressant. Et puis, comme tu n'auras plus de ressources d'énergie produites par les étoiles, fort probablement, il n'y aura plus de vie dans un univers à très, 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 très grande échelle. Et ça, à mon avis, voilà. Ça, c'est à peu près des trucs de l'image du futur que je me fais. Froid, ennuyant et sans beaucoup d'observations à faire. Voilà. Mais
dans des milliards de milliards d'accord. Donc, on sait que pour nous, sur Terre, ça ne se joue pas à ces échelles-là. On est quand même sur des échelles 5 milliards d'années pour le Soleil, 1 milliard d'années pour la collision avec Andromède. Donc, on n'est pas sur les échelles de temps pour la vie terrestre qui sont comparables à ces échelles de temps de la physique, mais tu peux te poser une question de l'habitabilité de l'univers dans des milliards d'années. Voilà. Si tu veux des chiffres, il y avait un article qui avait été écrit par Alain Riazuelo dans Pour la science, où il avait essayé de chiffrer tous ces trucs-là pour avoir des nombres avec des 10 puissance des grands nombres et sur ces phénomènes-là. Comment savoir qu'il y a un gros travail de topologie autour de la forme de l'univers? Ça en est où en fait? Est-ce qu'on a une idée de quelle pourrait être la forme de l'univers dans son ensemble? Alors, pour ceux qui savent moins que lui, la topologie, c'est la science des formes. Donc, si je prends, voilà, on va dire ce papier-là. Donc, ici, donc la première question qui se posait, alors la topologie, c'est une science qui apparaît à la fin 18e, début 19e, et on se pose la question des surfaces. On se dit, comment est-ce que je peux transformer une surface en une autre, et comment est-ce qu'il y a des surfaces que je ne peux pas transformer? Donc, ce n'est pas tellement, je peux les déformer. Donc, par exemple, ici, j'ai une surface qui est finie, elle a une certaine surface, et il y a des bords. 1, 2, 3, il y a 4 bords. D'accord? Ce qui veut dire en bord, donc c'est comme tout à l'heure dans ce que vous disiez, si je suis un être à 2 dimensions qui vit à la surface, à un moment j'arrive là et je ne peux plus continuer. Donc en fait, je ne peux plus continuer, il n'y a plus d'espace. Donc ça, c'est un bord. Si je prenais cette surface-là, je peux la transformer de façon continue en un disque, par exemple, et donc elles vont être dans les mêmes familles topologiques. Et ensuite, on s'est dit, à partir de ces espaces-là, est-ce qu'on peut construire des espaces qui sont finis et sans bord? Donc on s'est dit, c'est assez simple, il suffit d'identifier les deux côtés ici. Tu vois, si je colle ici, j'obtiens ce qu'on appelle un cylindre. Un cylindre, il n'y a plus de bord ici. Parce que si je suis à la surface et que c'est bien collé, d'accord, je peux passer, je peux faire le tour indéfiniment, aller toujours dans la même direction sans jamais rencontrer de bord. Et puis là, alors bien sûr, il y a un bord dans cette direction, mais si je replie comme ça, ce que je ne vais pas faire avec la fesse, que ça ne va pas marcher, j'obtiens une bouée, ce qu'on appelle en mathématiques un tore, qui est une surface finie qui est la même surface que ça, mais qui n'a plus de bord. Et là, c'est intéressant parce que dans notre univers, on se pose le problème du bord est compliqué parce que si l'univers finit, qu'est-ce qu'il y a après l'endroit où on finit? C'est le fameux, déjà, on disait Aristarque de Samos avec son berger, le bâton. Si j'avais un bâton, pourrais-je tendre au dehors mon bâton, oui ou non? Donc, ça paraît absurde de ne pas pouvoir tendre la main en dehors de l'univers, mais si je suis capable de le faire, ça veut dire qu'il existe quelque chose au dehors. Donc, on voit que les philosophes grecs qui s'en sont donnés à cœur joie, ils ont discuté pendant des siècles tranquillement les uns avec les autres. Et donc, on s'est dit, pour nous, ça pose aussi un problème d'avoir un bord d'un point de vue de la construction théorique. Et donc, est-ce qu'il existe des espaces qui sont finis et sans bord? Bon, dans les espaces qui sont homogènes et isotropes, il y a 3 familles d'espaces suivant leur courbure qui est positif, négatif ou nul. Les espaces de courbure nulle, c'est des espaces qu'on appelle euclidiens, et on s'est rendu compte que si je regarde, en fait, je peux construire 17 formes différentes d'espaces euclidiens qui sont finis et sans bord. Donc ça, c'est déjà, les mathématiques nous apprennent ça. Et donc, la question qui se pose, c'est de dire, est-ce que je peux prouver que l'univers est fini ou pas par des observations? Donc, tu vois bien que si l'univers se replie, ça veut dire que si l'univers est suffisamment petit, s'il se replie sur des distances petites, si je regarde une galaxie lointaine, est-ce que je peux prouver que la lumière de cette galaxie qui me vient directement, elle n'a pas aussi fait le tour de l'univers de l'autre côté et que je la vois 2 fois dans le ciel? Donc ça, c'est les premiers essais qui ont essayé d'être faits à partir des années 80 à peu près, quand on a commencé à avoir des catalogues de galaxies suffisamment grands, ou même des quasars qui étaient à plus grande distance, de dire, est-ce que j'observe 2 fois dans le ciel le même objet? C'est difficile, parce que si j'observe là, je le vois, la lumière directe, elle est à une certaine distance, donc je le vois à une certaine époque de son évolution. Si je regarde dans l'autre sens, en fait, il va apparaître beaucoup plus loin. Je ne le vois pas aux mêmes étapes de son évolution, éventuellement sous des angles différents, donc c'est difficile de reconnaître. On a mis en place des techniques statistiques et on a commencé à avoir des contraintes sur la taille minimale que l'univers pouvait avoir. Et il y a une taille caractéristique qui est la taille de notre univers observable. Donc, c'est un rayon d'à peu près 43-44 milliards d'années-lumière. Et si quelque chose est en dehors et plus loin que cette taille-là, en fait, la lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir. Le temps pour que la lumière nous parvienne est plus grand que l'âge de l'univers. Donc, c'est des objets qui sont trop lointains. Ce qu'on a prouvé en particulier avec l'étude du fond diffus cosmologique, c'est que l'univers devait être en gros plus grand que 95% de la taille de l'univers observable, donc juste un tout petit peu plus petit. Et ce qu'on peut montrer aussi, c'est que si l'univers est plus grand,
eh bien, il y a un moment en fait, où tu vas atteindre la limite du continu et tu ne vas plus voir les signatures de la finitude de l'univers. Et cette limite, c'est à peu près 20%. Donc, si l'univers est 20% plus grand que la taille de l'univers observable, eh bien, tu ne peux plus détecter la topologie dans le fond diffus cosmologique. Donc, à peu près. Donc, peut-être que ça peut changer un petit peu si on détecte des ondes gravitationnelles primordiales, mais pas beaucoup. Et donc, ça veut dire ça que tu ne peux pas, par l'observation, faire la différence entre un univers qui est très grand par rapport à la taille de l'univers observable et d'un univers qui est infini. Et tu ne peux pas prouver que l'univers est infini parce que tu n'en vois qu'une partie finie. Donc, tu peux avoir des arguments théoriques qui te disent, dans tel modèle, je vais avoir un univers infini ou fini, mais tu ne pourras pas trancher par l'observation. Donc, c'est de nouveau une question qui tombe en... Voilà, Donc, on a pu poser la question, il y a des chiffres, éventuellement, on peut encore aller gratter, mais pour l'instant, il n'y a pas des observations qui permettent d'aller plus loin. Donc, c'est un sujet qui était très actif, on va dire, entre 1990 et 2013, 2014, au moment où on a eu Planck. Et puis qui s'est un peu arrêté parce qu'il n'y a pas d'observation à plus grande échelle. Et donc, c'est ça qui nous limite aujourd'hui et c'est les contraintes actuelles que l'on a. Voilà. Est-ce qu'on peut faire des hypothèses? Si jamais l'univers était infini, quelle forme il pourrait avoir? S'il ne l'était pas, quelle forme il pourrait avoir? Donc, la question de savoir si l'univers est infini, la question, là, ici, on a décrit un univers par homogène et isotrope. La question, c'est est-ce qu'il est homogène et isotrope jusqu'à l'infini ou est-ce qu'il y aurait des bulles avec encore, en fait, qui par rapport à ce que nous, on observe sont... Et là, en fait, suivant les modèles d'inflation qu'on va considérer, on va avoir différentes représentations. Donc, dans l'inflation éternelle que Sébastien aime beaucoup, par exemple, et bien en fait, aux grandes échelles, il y a des très grandes fluctuations et on a des bulles d'univers qui vont avoir des densités différentes. Mais ces bulles-là, elles sont causalement déconnectées, elles ne peuvent pas rentrer en interaction, donc on ne peut pas prouver directement leur existence. Mais dans ce cas-là, on a des univers qui vont avoir des propriétés géométriques différentes. Donc là, ça va dépendre de ton modèle d'inflation, ça va dépendre d'un certain nombre d'hypothèses. Une question. J'ai lu quelque part qu'avec les dernières observations de James Webb, là, le télescope, on posait de nouvelles questions par rapport notamment à des galaxies qui seraient trop anciennes en quelque sorte. Alors, est-ce que vous pouvez nous le confirmer et quelles seraient ces nouvelles questions? On m'a dit ça. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais en gros, ce qui se passe, donc le James Webb, son avantage, c'est qu'il observe dans l'infrarouge, principalement. Donc, comme avec l'expansion de l'univers, on a le décalage vers le rouge, en fait, en observant en infrarouge, on va voir la trace des galaxies les plus anciennes, parce que leur lumière a été beaucoup décalée. Et donc, ce qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est des galaxies dont on estime leur masse. Et en fait, on a une mesure à peu près du temps qu'il a fallu pour que la lumière nous parvienne. Donc, on sait que c'est tant de millions d'années après le Big Bang. Et en fait, on n'arrive pas à comprendre comment des structures aussi massives se sont formées aussi précocement dans l'univers. Donc, voilà, donc je crois qu'il y en a 6 ou 10, là, quelque chose comme ça en ce moment. Et donc, on est au début en fait, de ça, de savoir est-ce qu'on n'a pas des galaxies qui sont trop anciennes par rapport au scénario que l'on a là. Donc, ça, c'est une question qui est tout à fait ouverte et en effet, c'est sur la table. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, surtout que c'est un peu à la marge de mes capacités, pas de capacités, de mes expertises. Mais en effet, c'est des choses qui sont actuellement discutées et qui vont continuer parce qu'on va accumuler des données. Et éventuellement, ça pourrait être lié avec les propriétés de la matière noire. C'est-à-dire si on voit que ces galaxies, on forme des structures qui sont trop massives, trop rapidement, et que dans le modèle, on n'a pas le temps, ben, éventuellement, ça pourrait dire peut-être il y a un problème avec la relativité, ou peut-être il y a une propriété de la matière noire qu'il va falloir utiliser pour ça. Mais on est encore trop tôt pour avoir des conclusions sur la cause, savoir si c'est vraiment avéré, et deuxièmement, quelle pourrait être la cause pour expliquer ça. Si je me permets, si c'est avéré, une des hypothèses parmi plein d'autres, ça peut être relié à la physique de l'inflation. Parce que, il peut y avoir des événements très rares qu'on discute justement pendant ces 3 semaines d'atelier, d'une rare probabilité de former des galaxies très massives. Voilà. Une des hypothèses, si c'est avéré. Ça, c'est aussi une des limites de cette construction. C'est j'observe une partie finie de mon univers, qui est donc cet univers observable. Les éléments qui sont trop loin, en fait, la lumière n'a pas le temps de nous parvenir. Mais en fait, comme tous ces processus sont des processus stochastiques, il va y avoir une distribution, par exemple, en masse des galaxies qu'on forme. Si je prends ce volume et que je le mets à différents endroits, en fait, et que je fais par exemple des simulations numériques, il y a toujours, comme dans toute distribution statistique, des événements rares. Donc, si vous avez une observation il y a un point ou quelques
rares éléments qui diffèrent. Vous pouvez dire, je fais des simulations avec la même physique, mais je regarde les fluctuations de domaine à domaine. Si un domaine sur 1000 présente cette propriété-là, parce qu'il y a un moment dans cette distribution statistique, il y a certaines bulles d'univers qui vont avoir cette propriété-là. Si c'est 1 sur 1000, est-ce que je dis c'est une fluctuation statistique ou est-ce que je dois, ou alors à partir de quand est-ce que je dis c'est quelque chose que je dois expliquer ou alors c'est une fluctuation statistique parce que je n'observe qu'un volume fini de mon univers. Et ça, il n'y a pas de réponse universelle à ça. Donc c'est après de savoir combien est-ce qu'on en voit, quelle est la statistique en fonction de la masse, et ainsi de suite. Et plus on va avoir d'informations, plus on va dire c'est vraiment improbable. Donc, si c'est une bulle d'univers sur 10 qui présente ça, on peut vivre avec une chance sur 10. Si c'est 1 sur 10 puissance je ne sais pas combien, eh bien peut-être que là, on va dire non, il y a peut-être un processus physique pour l'expliquer. Et là, il y a, comme tu le dis, il y a des modèles. Donc, c'est ça aussi la limite du fait d'avoir qu'un seul univers et d'observer qu'une partie finie d'un unique univers. Ça veut dire que pour certaines questions, on ne peut pas savoir si ça met en évidence la particularité de notre point dans une distribution statistique ou de la nouvelle physique. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être très, très prudent par rapport aux affirmations qu'on fait. C'est qu'en fait, pour certaines d'entre elles, c'est très difficile de prouver en fait, que c'est un nouveau phénomène physique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Bastien. Une autre vie ailleurs, dans une autre galaxie, dans cet univers. Ah, alors, vu mon incompétence sur le sujet, ce qui est intéressant, c'est que quand j'écoute mes collègues, il y a une partie des collègues qui disent il y a de la vie partout dans l'univers, parce que, voilà, ils ont des arguments, on trouve... vous savez, on a ramené des échantillons de l'astéroïde Bennu il y a quelques temps, là, et on a fait l'analyse. Et dedans, il y a les 5 bases ATGCU qui composent l'ADN et l'ARN. Ils existent déjà dans l'espace, dans des astéroïdes. Il y a les acides aminés, à peu près tous les acides aminés du vivant, en fait, on les trouve dans le milieu interstellaire. Et voilà, les briques élémentaires du vivant sont là. Il y a des gens qui vous disent, en fait, si on fait un truc au doigt mouillé, 2000 milliards de galaxies qui ont chacune... Bon, on fait les nombres, et comme on sait que dans notre galaxie, il y a à peu près autant de planètes que d'étoiles, on arrive à des nombres tellement gigantesques qu'on n'arrive pas à croire qu'on serait unique dans cette immensité. Ça, c'est le premier argument. Il y a d'autres personnes, comme voilà, juste à côté la l'IAS, comment il s'appelle? Ah, mince, ça y est, j'ai oublié son nom. Qui vous dit qu'il y a tellement de contingences, de critères, de paramètres qu'il faut pour que la vie puisse apparaître. La particularité de notre Terre, avec donc déjà sa masse, la distance par rapport à l'étoile, la Lune qui stabilise son obliquité, le champ magnétique, et ci et ça, que quand on regarde ça, et ben en fait, pour lui, c'est une preuve que Bibring, c'est ça, c'est lui. Oui, c'était quoi son prénom? J'ai un trou. Bon, bref. Jean-Pierre, bon, bref, qui est à côté, là, à l'IAS. Et donc, pour lui, il défend l'idée que c'est une expérience unique. Mais là, c'est des points de vue de spécialistes en disant quelles sont les conditions nécessaires pour l'apparition de la vie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on essaye de comprendre. Donc, on est à un point où je dirais on ne peut pas savoir, surtout moi qui ne suis pas spécialiste d'exobiologie, mais ce que je sais, c'est que quand je regarde l'évolution de l'astronomie, on a depuis 1995 la preuve d'existence d'exoplanètes, donc on voit de plus en plus d'exoplanètes. On commence à être capable d'étudier leur atmosphère. Donc, on a des idées de ce qu'une vie qui ressemblerait à une vie terrestre en fait, peut faire, en particulier dans l'atmosphère, donc des traces de CO2, d'H2O. Donc, on peut avoir des idées de sites où la vie serait peut-être potentiellement présente. Et là, on ne parle pas de vie intelligente, hein, on parle de vie microscopique. Donc, c'est l'intérêt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à cerner des choses. Et puis après, la question de savoir est-ce que la vie se réduit aux formes de vie qui sont sur Terre. Et là, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis personnel là-dessus. Et ce que je sais, c'est que les collègues biologistes ne sont pas tous d'accord aussi sur cette question. Donc, on voit qu'on ne peut pas donner de réponse définitive, mais ce qu'on peut faire, c'est chercher des sites déjà dans le système solaire et en dehors du système solaire où potentiellement il y aurait de la vie. Et il y a des sites en fait, qui sont de grand intérêt. Par exemple, si on va sur Encelade, c'est un satellite de glace, mais on sait que sous la glace, il y a un océan, ça on en a la preuve. La sonde Cassini a réussi, donc il y a des geysers
dans ces geysers, Cassini a réussi à mesurer la composition chimique des molécules et donc il y a aussi des acides aminés, il y a des produits azotés. Et ce qu'on a prouvé, donc ça c'est les planétologues, qu'en fait il y a un substrat qui est rocheux et donc on peut avoir de la production d'énergie comme dans les grands fonds marins sans avoir de photosynthèse. Donc ils se disent, on a les éléments chimiques, on a une source d'énergie et donc éventuellement, il pourrait exister une vie sous-glaciaire dans l'océan dans cela. Donc ça fait partie des sites, et je crois qu'il y a des projets, c'est en train de changer à cause de la politique américaine, mais il y avait des projets comme d'envoyer, d'aller forer sur Encelade et faire des mesures pour voir, voilà, est-ce qu'il y a des formes de vie sur Encelade. Donc il y a plusieurs sites comme ça, et à chaque fois, c'est des formes de vie qu'on imagine, mais de prouver qu'il n'y a pas de vie du tout dans l'univers, ça va être quand même, ça va être cool. Voilà. Je ne vois pas d'autres mains levées. Je pense qu'on peut tous féliciter chaleureusement Jean-Philippe. Merci. Et là, c'est